Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 7e émission de la saison 2 des Enfants au cœur, animée notamment par les Mamans Louves. Nous sommes donc en direct ce jeudi 23 mai 2024, il est 21h07. Excusez-nous, on a quelques minutes de retard sur le lancement du direct. Je vous rappelle également que nous diffusons cette émission sur différents canaux, notamment Facebook, YouTube et Twitter, que nous voyons arriver également vos commentaires qui proviennent de Facebook, de YouTube ou de Twitter. Donc n'hésitez pas éventuellement, avec la présentation qui sera faite, à justement poser vos questions en commentaire. Et donc nous diffusons principalement donc, sur les réseaux des Mamans Louves, comme je vous ai dit, donc la page Facebook Les Enfants au cœur, la chaîne YouTube des Mamans Louves et le compte Twitter notamment des Mamans Louves, qui est également donc émission rediffusée également sur mes canaux personnels pour donner de l'audience, enfin davantage d'audience et donner de la visibilité à cette émission. Mais je vous invite, pour ceux qui sont sur mes canaux, à vous rediriger et vous abonner justement à tous les réseaux, notamment des Mamans Louves, pour soutenir un petit peu leur cause, leurs actions, leurs activités. Et donc, on va enchaîner également pendant les semaines à venir, justement, différentes émissions. C'est la première que l'on fait là depuis déjà quelques semaines et d'autres sont à venir. Donc, je vous invite à liker, partager et rediffuser. Donc, ce soir, on va aborder un sujet notamment de la grande marche de la pédocriminalité dont Christelle va nous parler davantage avec notre invité qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Donc, bonsoir Christelle, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu davantage l'objet de cette émission de ce soir? Et oui, bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va recevoir Farid DMS Débat, qui est présidente de l'association Touche pas à mon enfant Europe, donc qui est présidente de cette association depuis 2016 et qui a décidé d'entreprendre une grande marche à pied de plus de 1500 kilomètres à travers la France et la Belgique pour dénoncer la pédocriminalité et réclamer que cette lutte soit déclarée grande cause nationale. Donc sans plus attendre, on va recevoir Farid qui va pouvoir se présenter et eh bien, nous expliciter ses missions. Bonsoir Farid. Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir Pierrick et bonsoir à tous nos spectateurs. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, Donc, le pour me plaisir est présenter, partagé. c'est gentil, merci. Donc, tu as bien, Christelle, présenté sommairement la Grande Marche contre la pédocriminalité. Effectivement, ça fait 16 ans que je suis non, pas 16 ans, ça fait 16 ans que je milite pour le combat pour la protection des enfants, donc au sein de l'ONG Touche pas à mon enfant. Au départ, cette aventure, comment je me suis un petit peu retrouvé à lutter contre la pédocriminalité, c'était un sujet qui, moi, me touchait pas, ne m'a jamais touché personnellement, ni dans ma famille, ni dans mon entourage. Mais c'est une rencontre, en fait, lors d'un voyage professionnel au Maroc. J'avais des choses à faire et des amis m'ont présenté une dame, Najat Anwar, qui, elle, est la présidente de Touche pas à mon enfant. C'était en 2008, donc il y a effectivement 16 ans. Elle m'a parlé de son combat, de son association. Elle l'avait créée en 2004, donc 4 ans auparavant. À cette époque-là, c'était toujours une association qui militait pour la sauvegarde des droits des enfants et combattre la pédocriminalité. Et elle m'a parlé un petit peu de comment elle est arrivée à militer, à rentrer, on va dire, de plein pied dans ce combat. En fait, pour vous raconter rapidement ce qui s'était passé, c'est tout simplement l'histoire tragique, mais malheureusement trop banale, du petit garçon de sa meilleure amie. Donc, elle a vu naître, elle a vu grandir, et il était encore bébé, puisqu'il il était à la maternelle. Donc, ils ont appris que ce petit garçon s'était fait violer à plusieurs reprises par le gardien de l'école. Et après investigation, naturellement, ils ont déposé plainte. Et ensuite, voilà, investigation et tout, il s'avérait que ce personnage, ce criminel, sévissait depuis de nombreuses années. Voilà. Suite à ce choc déjà de
la victime, il y a eu ce que malheureusement le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est que la justice a été malheureusement pas à la hauteur du drame. Et en fait, hein, le résultat des courses, le gars, il en a eu pour pas grand-chose, alors qu'ils ont découvert qu'effectivement, il avait sévi pendant de nombreuses années et qu'ils ont découvert beaucoup de victimes. Ils en ont recensé énormément. Et malgré ça, la sentence a été pas à la hauteur. Donc, ça l'a poussé de se lancer à corps perdu pour la défense des enfants. Elle a créé cette association Touche pas à mon enfant en 2004. Je l'ai rencontrée 4 ans plus tard, en 2008. Elle m'a raconté cette histoire, et pas seulement. Et je suis parti visiter les locaux de cette association. J'ai rencontré des personnes qui luttaient avec les moyens du bord. J'ai aussi rencontré des enfants, des victimes, des parents de victimes. Et leur histoire m'a touché. Et depuis ce jour-là, j'en ai fait mon combat personnel. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais vous rappeler un petit peu, en 2011, sur un plateau de télévision, il y a l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est Luc Ferry, qui avait dit sur un plateau, c'était celui de Canal, le grand journal, devant Ali Badou, que comme quoi, de façon très détendue, hein, le gars, hein, il n'a pas sourcillé, hein, comme quoi il connaissait, il avait l'identité d'anciens politiques ou de politiques de premier ordre, même d'anciens ministres, qui allaient effectivement on va dire, aller au Maroc, commettre les pires atrocités sur des enfants. Donc naturellement, à Touche pas à mon enfant, on s'est saisi de cette occasion pour essayer de demander des comptes, notamment à cette personne qui avait apparemment l'identité de criminel, donc par association, voilà, il couvrait des criminels. Donc, quelque part, nous, naïvement, en tant qu'association, on s'est dit que la justice française allait à minima demander des explications et, dans le meilleur des cas, le mettre en examen pour complicité. Parce que quand on connaît l'identité d'un criminel, on est complice si on dénonce pas de ce criminel. Ça a été très compliqué parce qu'une association étrangère voulant se porter partie civile dans une affaire en France, c'était très galère. Et déjà à cette époque émergeait cette idée d'ouvrir une antenne en France pour justement essayer d'étendre un petit peu cette possibilité de touche pas à mon enfant pour poursuivre un petit peu les pédocriminels hors du territoire marocain. Malheureusement, on a vite déchanté parce que ça a été très compliqué. On a réussi à trouver des moyens pour pouvoir se porter partie civile, mais ça n'a rien donné. La justice n'a pas jugé bon d'interroger cette personne, ni la mettre en examen. Et puis, voilà, il a déclaré quelque chose qui, pour moi, pour la majorité des gens, est scandaleuse. C'est-à-dire qu'on a une personne qui connaît, qui a l'identité de criminel, il le sait, et il ne les donne pas à la justice, et la justice ne s'y intéresse pas plus que ça, donc c'est juste dégueulasse. Et malheureusement, la plainte a été classée sans suite, et notre volonté de se porter partie civile, on a été malheureusement déboutés. Voilà, et ça c'était en 2011, et ça a germé comme ça encore et encore. Entre-temps, on a fait pas mal d'actions, en tout cas moi, au Maroc encore, par rapport à Touche pas à mon enfant, jusqu'en 2016, où Najat Anwar m'a dit écoute, il serait temps maintenant d'ouvrir vraiment une représentation de notre ONG, parce qu'entre-temps, l'association est passée à ONG, et d'ONG, elle est devenue reconnue d'utilité publique au Maroc, ce qui est pas rien. Et en 2016, on a décidé d'ouvrir Touche pas à mon enfant Europe. C'est une association donc de droit français, loi 1901, voilà, on essaye par tous les moyens d'essayer de mener des actions en justice. C'est pas évident. On avait au départ quelques personnes, quelques avocats qui pouvaient nous aider à mener des actions au pro bono. Plus les temps avancent, plus c'est compliqué de trouver des partenaires sur ce genre d'action, malheureusement.
Et voilà, on n'a pas la force de frappe en Europe que nous avons au Maroc, puisque l'ONG au Maroc est présente sur tout le territoire marocain. Elle a des antennes, elle a signé des accords avec le ministère de la Santé, notamment pour avoir des représentations directement au sein de certains hôpitaux. On a formé aidé à former plus d'assistantes sociales, plus de médecins légistes et tout, pour essayer de faire en sorte que la prise en charge dès le départ soit effective. Et surtout, l'association peut se vanter, entre guillemets, d'avoir quelque part brisé un tabou, parce que là-bas au Maroc, en tout cas à l'époque où moi j'ai commencé à militer, c'était extrêmement tabou. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas aborder de façon calme et sereine. Maintenant, c'est différent. 2024 par rapport à 2008, je ne vous raconte pas, il y a vraiment un grande évolution. Et voilà. Donc, moi, en 2016, ouverture de Touche pas à mon enfant en Europe, 2024. Et ce qui m'a poussé maintenant, pour revenir à la Grande Marche contre la pédocriminalité, à me lancer ce défi de marcher 1500 km pour essayer d'alerter les pouvoirs publics, mais surtout aussi le peuple français, c'est que malheureusement, depuis 2016, je vois la situation des enfants se dégrader dans notre pays. Ils ne sont pas défendus et je vois que malheureusement, les gens ont un petit peu rien à faire, en règle générale. Je suis assez pessimiste, mine de rien. Il y a très peu d'actions qui sont faites, très peu de mobilisation. Les gens s'indignent, mais en règle générale, ce sont plutôt des gens qui sont déjà éveillés à la lutte contre la pédocriminalité. Quand on en parle, quand on essaye d'alerter, quand on parle même tout ce qui est médias, etc., les gens ne s'y intéressent pas plus que ça. Donc, quand je me suis lancé ce pari fou de marcher 1500 km, je me suis dit, quelque part, peut-être que ça va susciter la curiosité. Les gens qui vont dire, bah, tiens, c'est qui ce mec qui marche 1500 km? Il marche pourquoi? C'est contre la pédocriminalité. Mais pourquoi la pédocriminalité? Il y a quoi comme problème en France? Tiens, il parle de quelques chiffres. Ah ouais, quand même. 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles par an en France. Un enfant toutes les 3 minutes dans notre pays. Ah ouais, quand même. Donc voilà, c'était dans cet esprit que je me suis lancé ce pari. Mais surtout, j'avais à cœur de donner la parole, donc de faire des lives tous les jours et aussi de faire un documentaire pour donner la parole aux victimes, aux familles de victimes et à tous ceux qui luttent au quotidien pour protéger les enfants. Donc voilà, une équipe de tournage m'a suivi. Il y a eu des lives qui ont été faits et des interviews qui sont toujours en cours, puisque le documentaire est toujours en cours de réalisation auprès des victimes et pas seulement. J'essaye de mettre un petit peu comme qui dirait, mon nez sur ce qui fonctionne pas très bien dans ce pays. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas, notamment l'aide sociale à l'enfance, mais pas seulement, la justice, comment elle est autant clémente avec la pédocriminalité, mais surtout, malheureusement, après 2 mois de marche et 1500 km, après avoir discuté longuement avec énormément de victimes, avec beaucoup de gens et tout, j'ai l'impression qu'en France, je vais peut-être un petit peu faire saigner des oreilles quelques personnes, mais désolé, j'aime bien être aussi, parfois il faut être un peu poil à gratter. J'ai l'impression que la pédocriminalité en France, c'est culturel. C'est culturel et qu'on finit par l'accepter. Triste constat, donc je suis malheureusement pas très optimiste pour la suite. Merci beaucoup Farid. Alors, tu as évoqué beaucoup de choses. Je vais juste rebondir, sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, pour ma part, c'est un sujet que je connais, enfin, en tout cas, que j'ai connu, il y a 20 ans parce que j'ai, un proche de ma famille qui en a été victime. Donc, j'ai, rapidement compris à travers quelques lectures, effectivement, qu'on est dans un pays, qui ne punit pas les agresseurs. Et comme tu le dis très justement et c'est là le rebond, on est dans un déni sociétal. Pourquoi?
Ça, je peux le rapprocher à une expérience qui est quand même, récente. C'est-à-dire que depuis 4 ans, nous qui nous mobilisons sur tout ce qui peut nuire à l'enfant, en fait, on se rend compte que globalement, hem, il y a plutôt une sorte de fuite de la part, des familles, d'autant plus quand elles ne se sentent pas concernées directement. Donc en fait, le déni, il est, dans pour moi, l'aspect, subjectif, c'est-à-dire que tant que ça nous a pas touchés directement, surtout la pédocriminalité en l'occurrence, on globalement, les gens savent que ça existe. Voilà, c'est pour eux, c'est quelque chose de très vague, oui, bon, beh, c'est terrible quand ça arrive, alors surtout quand c'est médiatisé, chose qui est quand même rarement faite à part dans des affaires, comme celle de Dutroux, par exemple. Bon, mais globalement, je pense que le français, en tout cas, moi, je vais m'en tenir à l'analyse de la France, est très individualiste. Au point que, ce qui va nous relier, nous, par rapport à notre sujet, dans le cadre, par exemple, de ce qu'on porte actuellement, c'est l'éducation à la sexualité. On a beau expliquer aux gens avec des cas très concrets, puisque c'est comme ça qu'on a choisi cet angle. C'est justement connaissant les gens, on s'est dit: «On va partir du plus concret, c'est-à-dire ce qui arrive éminemment» et on leur explique que dans plusieurs écoles à travers la France, il y a des séances d'éducation à la sexualité qui, au lieu, de remplir l'objectif qui est celui censément de lutter contre les violences sexuelles et les abus, malheureusement, on vient banaliser la sexualité adulte en parlant donc de pratiques sexuelles à des enfants à partir de 9 à 10 ans, souvent. Les gens, malgré ça, malgré le fait que ça peut arriver demain et taper à leur porte, ils ont tendance à se dire: «Oui, mais moi, dans mon école, ça va». Au même titre que là et c'est pas un mauvais parallèle que je fais, je l'assume, la pédocriminalité chez les gens, ils se disent: «Ben, c'est malheureux, c'est terrible, mais nous, c'est voilà, ça nous arrivera pas». Sauf que, si on lit le rapport de la Ciivise, ça peut frapper à la porte de n'importe qui demain. Et voilà, c'est quand même une réalité parce que souvent, on retrouve, ces cas de violences sexuelles ou d'inceste dans le milieu intrafamilial, mais pas seulement. Ça intervient aussi à l'école, donc dans le milieu scolaire, dans le milieu périscolaire et sportif. Ça peut arriver n'importe où Partout, et ça ne prévient partout, pas. Voilà. absolument. Et c'est ça, en fait, qui est terrible et j'imagine ta frustration, Farid, parce que quand on sait tout ce qu'on sait, malheureusement, on a envie que le monde s'en saisisse et on voit cette inertie, on voit cette inaction et c'est malheureux, mais on attend toujours qu'il y ait une victime, en fait, finalement, pour essayer d'agir. Je terminerai juste pour poser les piliers de ce dont on va aborder ce soir. C'est on avait reçu, nous, avec Pierrick, la team More, donc qui, traque, que tu dois connaître, qui traque, Je connais, ouais. On les avait fait un live pédocriminels. ensemble. C'était Nella, j'avais reçu Nella sur un de mes lives et on en avait parlé. Effectivement, il faut un travail incroyable. J'avais échangé justement pendant la marche également avec Steven, voilà, qui m'encourageait. Ça me fait effectivement plaisir. Mais quand tu regardes bien, Christelle, on n'est pas nombreux, mine de rien. On n'est Non, pas on n'est pas nombreux. nombreux, mais pour Et autant, c'est ça c'est pas parce moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, en fait. je comprends. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'armer de patience et puis on peut pas demander aux gens d'être aussi investis que ce qu'on peut l'être. Après, le côté positif, c'est qu'on n'a pas l'impression, mais malgré tout, moi, je pense que les lignes, elles bougent. Elles bougent de plus en plus. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces sujets et là, notamment le sujet de la pédocriminalité, il est quand même montant. C'est-à-dire qu'on voit de nombreux réseaux voilà, de réseaux sociaux notamment parce que c'est quand même assez utile, hein, quand on sait les utiliser comme, j'aime à le dire. On voit quand même que ce sujet est de plus en plus abordé. Il y a des ponts qui se font également entre différentes associations. Donc là, je parlais de la Timor qui a fait un travail remarquable, notamment sur, bon, bah, évidemment, hein, sur la traque, mais pas seulement, pour expliquer aussi aux gens quels sont les dangers concrets, parce que c'est aussi par là qu'on arrive à faire comprendre aux gens que chaque enfant aujourd'hui qui a un smartphone notamment, et ça fait l'objet de justement une des mobilisations que tu as menées dans le cadre donc d'une démarche auprès de parlementaires pour expliquer en fait aux dirigeants de ce pays qu'on ne peut pas en fait laisser aussi ouverts ces réseaux de chat qui sont clairement un nid à pédocriminels. C'est comme ça qu'on l'avait appelé d'ailleurs cette émission. Parce qu'à partir du moment où il y a une connexion vers l'extérieur, on n'a aucun moyen de contrôler qui se trouve en fait derrière chaque application et donc on a forcément des enfants qui sont exposés de manière régulière à des pédocriminels et ça va parfois très, très loin. J'ai appris une affaire sordide, il y a encore quelque temps.
d'une jeune fille qui, parce que derrière elle avait envoyé des photos et cetera, elle s'est sentie pris au piège et puis finalement, elle a eu un rendez-vous de données avec son prédateur et puis elle a fini morte, en fait. Voilà. Donc ça peut arriver à n'importe, quel de nos fils, à n'importe quelle de nos filles. Je veux dire ça, les parents, j'espère qu'un jour ils l'entendront et moi je reste quand même assez optimiste dans le sens où, je pense qu'il y a une libéralisation de la parole qui se fait. Par contre, il y a une déresponsabilité d'État et ça, si tu veux bien, tu vas nous expliquer, toi, de ta propre expérience, à travers quelles actions, notamment, tu as menées? Parce qu'il y a eu cette marche, mais j'imagine que depuis toutes ces années, tu as dû entamer, différentes démarches. Ce serait peut-être intéressant de nous dire ce que tu as fait concrètement et surtout quels ont été les retours, des partenaires, qu'on est censé avoir institutionnels, qui sont censés œuvrer justement dans le sens de l'enfance. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Pour revenir un petit peu faire le parallèle par rapport à la protection numérique, c'est vrai que j'avais lancé l'année dernière, en août dernier, une pétition, parce qu'on en est là, hein, malheureusement, une pétition contre justement pour la fermeture des sites et des applications de rencontres pour mineurs, euh, enfin des sites de rencontres pour mineurs quand même. Les gens qui nous regardent, il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Des Tinder pour gosses, enfin pour gosses de 11 à 25 ans, c'est-à-dire à 25 ans, c'est toujours considéré, selon ces sites-là, comme étant des ados, ou de 13 à 25 ans, ça dépend des applications, ou même de 11 Rencontre à ado, 21 ans. Il y juste a voilà, par exemple, qui est voilà, ouvert depuis 2006, mais c'est pas c'est pas le seul. la seule, la seule application, le seul site qui existe. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ne fermer un site, c'est pas ça qui importe. Ce qu'il faut faire, c'est changer la loi. Et j'aime bien prendre ce parallèle. Si on a envie de s'inscrire, par exemple, pour jouer à la Française des Jeux, jouer au loto, l'euro million sur leur application à la Française des Jeux, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire à partir du moment où tu joues du pognon, même sur par exemple des sites de paris en ligne, ou si tu as envie de boursicoter sur Boursorama ou d'autres sites comme ça, tu es obligé de montrer patte blanche, carte d'identité, photo, peut-être même vidéo avec ta pièce d'identité pour identifier que tu es effectivement le porteur de cette pièce d'identité, que c'est bien toi, et parfois même un justificatif de domicile fiscal. Si tu rapportes de l'argent au niveau des dividendes, parce qu'effectivement, hein, l'État, il faut bien qu'il vienne récupérer un petit peu sa galette au passage. Par contre, pour les sites, pour les gosses, il n'y a rien à faire. Il y a juste à cliquer sur, voilà, sur entrée et puis tu y vas. N'importe qui peut y aller et il n'y a pas de modération. Enfin, si peu. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'abus. Nous, on a fait des testings quand on a lancé justement cette pétition, mais on était déjà au fait de ça depuis très, très, très longtemps. Ces sites-là, enfin, on en avait parlé déjà en 2008. Et donc déjà à l'époque, quand j'avais commencé avec Touche pas à mon enfant au Maroc, mais rien n'a changé. On s'est dit qu'avec la Digital Service Act, la loi qui était censée soi-disant réguler, protéger et mieux, on va dire, ouais, protéger soi-disant le consommateur européen, que de nid. Ça, facile, hein. Ils ont fait une loi spécifique pour dire attention, hein, en plus ça concerne que 19 plateformes. C'est incroyable à quel point cette loi a été faite pour effectivement permettre à chaque État de définir qu'est-ce qu'un contenu illicite. C'est-à-dire que dans cette loi-là, il n'y a aucune partie qui concerne la protection des enfants. Il n'y a rien. Et un contenu illicite, c'est au bon vouloir de chaque gouvernement d'indiquer qu'est-ce qu'un contenu illicite. Voilà, peut-être que si nous, on parle de pédocriminalité, demain, si Matignon ou l'Élysée décident que c'est parler de pédocriminalité est illicite, eh ben on se fait sauter dans toutes les plateformes, en tout cas les 19, qui ont justement cette obligation avec la Digital Service Act. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après cette loi qui a été faite justement soi-disant pour mieux protéger le consommateur, il n'y a que dalle pour les enfants, on a lancé cette pétition et puis à l'arrivée, malheureusement, ça n'a pas suscité autant d'émoi que ça. Je crois qu'on a récolté 35 000, donc vraiment on était loin des 100 000 minimum pour pouvoir au moins déclencher quelque chose auprès de l'Assemblée nationale. Donc bon, ça a été compliqué.
j'ai rencontré le vice-président du Parlement bruxellois quand je suis arrivé à Bruxelles le 2 avril. Enfin, je l'ai rencontré le 3 et le 4. Le 3 parce qu'on avait un rassemblement devant le Parlement européen pour que symboliquement on puisse déposer cette pétition. Et ensuite le 4 où je l'ai rencontré personnellement dans son bureau pour mieux s'entretenir et parler effectivement de ce qui est possiblement enfin, ce qu'on pourrait faire, quelles actions on pourrait mener en tant que société civile auprès de politiques tels que lui. Et le premier vice-président du Parlement bruxellois, alors que ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans la politique, m'a dit qu'il était totalement en déconnexion avec les chiffres que je lui avais avancés. Et c'est là où je me dis qu'effectivement, peut-être que notre travail, nous, en tant que société civile, c'est peut-être essayer de tirer la sonnette et de dire à tous ces politiques qui sont un petit peu hors sol qu'effectivement, il y a un problème. Bon, il y en a d'autres, des gens, des spectateurs qui disent « Ah non, mais ils savent tous, les politiques, ils sont tous dans la partie, etc. C'est pour ça créer un effet, les médias, ils sont tous complices, c'est pour ça créer un effet. » Moi, j'ai envie de dire « Bah ouais, et le peuple français aussi, il est complice puisqu'il ne bouge pas. » Depuis quand vous avez vu un grand rassemblement, de grandes manifestations pour protéger les enfants, une grande marche contre la pédocriminalité? J'ai eu l'étrange, enfin c'est Carl Zero, j'avais fait une interview avec lui au début de la marche, qui m'a dit oui, c'est la première fois qu'on voit ça en France. Et il m'a confirmé, je lui avais posé la question, il m'a dit oui, effectivement, c'est la première fois qu'il y a une grande marche contre la pédocriminalité en France. Moi, je ne pensais pas que j'allais révolutionner quoi que ce soit. Mais je ne pense pas non plus avoir révolutionné quoi que ce soit. Mais je me suis dit être le premier de quelque chose, alors que c'est quelque chose de totalement banal, dans le sens où comment ça se fait qu'on soit obligé de passer par là pour essayer d'alerter les gens. Mais même en faisant ça, on voit que la mobilisation n'y est pas. Par contre, si j'avais marché peut-être pour l'Ukraine ou la vie chère, alors là, peut-être que j'aurais mobilisé foule. Et c'est là où je me dis qu'il y a un problème et qu'il ne faut pas regarder, comme qui dirait, vous savez, le vieil adage qui dit la paille et la poutre. Arrête de regarder la paille dans l'œil de ton voisin lorsque tu as une poutre dans ton propre œil. Et c'est ça le problème, c'est qu'avant de regarder ce que les politiques peuvent faire ou ne font pas, ou les médias, pourquoi ils n'en parlent pas, j'ai envie de dire, mais ouais, mais ils sont où les Français pour se mobiliser pour les enfants? Lorsqu'il y a une manifestation, lorsqu'on dit un grand rassemblement, il y a quoi? Moi, j'ai fait un grand rassemblement à Paris, on était quoi, 200, 300 personnes. Et c'est triste. Donc, c'est là où je me dis qu'effectivement, il y a un souci, c'est que la protection des enfants ne mobilise pas à l'heure actuelle en France. Ça ne mobilise pas. Les gens ne sont pas intéressés par ce problème-là. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je parlais que peut-être que c'est culturel. Et c'est vrai, quand j'ai envie de dire, quand on voit qu'il y a des présentateurs à la télévision qui sont doublement condamnés pour pédocriminalité, qui ont toujours accès aux médias, qui ont toujours leur émission. Quoi d'autre? On a un ancien homme politique qui, dans une émission dans les années 80, 90, je crois, 80, qui est totalement avachi sur son fauteuil, qui disait à quel point c'était merveilleux qu'un enfant, qu'une gamine de 5 ans le déshabille et que devant un parterre de vieux dégueulasses qui gloussaient de bonheur en disant oh, vous nous troublez et tout machin. Et ça, il n'y a rien eu derrière. Il n'y a pas eu de mise en examen, il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu de. On a eu quoi? On a eu l'histoire avec là, il y a la fin du festival de Cannes qui a encensé ce réalisateur, Polanski, qui a violé une gamine de 13 ans quand même. Il l'a droguée, il l'a violée. Et on a eu quoi? Des philosophes, je ne sais même pas, ils sont philosophes de quoi? Ils sont philosophes comme moi, je suis danseuse étoile, qui se permettaient de dire à la télévision qu'il faut savoir dissocier l'artiste et l'homme. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et c'est pas, il n'y a pas que ça. Maznev, il y a eu Pivot qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais Pivot, il a donné quoi? Il a donné une tribune à tous les pédos criminels de France et de Navarre. On peut peut-être il faut pas faire une parenthèse. Ça. On en a pas mal parlé de ça parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut être que révolté quand on nous dit mais attendez, il peut pas y avoir de mauvaises intentions.
En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'intention à protéger les enfants et effectivement, ce que tu es en train de décrire, on peut tous, les mettre, on va dire, globalement dans un sac, hein, c'est-à-dire que dans les années 70, donc précisément en 77, il y a eu une pétition, donc La c'est tribune. directement relié avec le sujet. Non, non, une pétition, carrément une pétition qui a été, Oui, mais portée il y avait par 77 aussi, la tribune signée à Libération par tout à des fait. grands, Il y avec avait 60 Sartre, personnes. Simone de Beauvoir et compagnie, quand même. Hein. Exactement. Ouais, 60 ça, pour... personnes de l'intelligentsia, donc à l'époque, on l'appelait comme ça. L'intelligentsia, donc c'était les intellectuels de l'époque, hein, qui s'exprimaient sur le fait que la société était trop sévère envers, ces personnes qui, aiment les enfants, parce que c'est comme ça qu'eux aiment à les décrire. Donc censément, à un moment donné, il fallait un peu lâcher du lest et puis, comparer, c'était comparable parce que parfois les enfants pouvaient être consentants. Voilà et ça a été dit sur des chaînes publiques, telles que Apostrophe. Masnef, en fait, il a été, juste remis en place par une seule nana qui a osé ouvrir sa bouche, hein, qui était qui était une canadienne, Américaine. qui Comment? était même pas, elle était même pas française, elle Elle était n'était pas canadienne. française, Elle tout à était fait. canadienne, elle venait et puis elle était horrifiée en disant mais comment ça se fait? Mmh, Il n'y a que dans tout à votre fait. pays où il y a ça. Nous, au Canada, c'est impossible qu'un pédo criminel, genre, il balance des livres comme ça et dans ses bouquins, de façon totalement décomplexée, raconte ses histoires, machin. Idem avec l'histoire avec Frédéric Mitterrand, La mauvaise vie. Il avait écrit un bouquin où il allait Oui, en Thaïlande pour se taper des garçons. Après, soi-disant, il s'est défendu en disant non, mais je disais que c'était pas des garçons, mais c'était des jeunes hommes. oui, des jeunes hommes, et il a fixé Ah un âge à non, 14 ans. c'est pas des jeunes hommes. Tu vas pas jusqu'en Thaïlande pour taper des jeunes hommes que tu peux te taper juste ici. Bien sûr. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu vas juste à côté, il en a des jeunes hommes à domicile. Pourquoi il va jusqu'en Thaïlande? Pour, Pour essayer avoir aussi des de gosses. porter C'est un tout, pour avoir des gosses. C'est tout. oui, non, mais Voilà. ça, mais évidemment, on le sait. Par contre, ce qui est intéressant, j'ai relevé quelque chose, dans le rapport de la Civise en termes d'histoire, parce que là, on est en train de parler, justement de on va dire la mouvance, sociétale des années, 70-80 où on était post, révolution sexuelle, hein, avec la libéralisation de tout. Donc moi, j'ai trouvé intéressant, ce que j'ai relevé. Donc au-delà d'aller sur des chiffres actuels que tu as dit d'ailleurs en début d'émission, 160 000 victimes en France par an. Donc au-delà de parler de ça dans le rapport, elle s'est tournée vers l'histoire, la littérature avec le cinéma, la psychiatrie et les sciences sociales et elle montre en fait, que la position et la représentation de l'enfant au fil des siècles a évolué et qu'à certains moments, l'enfant est devenu un humain comme un autre et écoutez bien, et ceux qui nous suivent, vous allez retrouver exactement les mêmes éléments de langage que ce qu'on retrouve dans les standards européens d'éducation à la sexualité, parce qu'on dit l'enfant est devenu un humain comme un autre qui a le droit au plaisir, donc à une sexualité. Donc là, on est en plein dans le parallèle du paradigme qui a été celui des standards européens d'éducation à la sexualité en 2013 qui sont venus justement introduire cette notion de plaisir en partant du postulat que l'enfant avait une sexualité dès la naissance. Donc à partir du moment où on dit, et là le parallèle il est évident, on dit bah, l'enfant en fait il a droit au plaisir, donc ça veut dire qu'il a droit à une sexualité. Voilà, ou en tout cas qu'on considère qu'il a une sexualité. Et on ne peut pas nous opposer que les choses, en tout cas au niveau légal et au niveau politique, elles soient faites dans le sens de la protection de l'enfance parce que j'introduis aussi une autre notion et qui, à mon sens, quand même, doit, je ne sais pas, à minima, permettre à tous de faire le parallèle avec ces associations qui, luttent depuis des années pour permettre aux victimes d'être reconnues de fait, aux victimes, je parle des enfants, là je parle d'associations de lutte contre les violences sexuelles et contre l'inceste, d'accord? Qui ont mis des années avant de permettre de faire intégrer dans le droit que l'enfant n'est pas consentant. Voilà. Quand c'est un mineur de moins de 15 ans, voilà, il ne doit pas être reconnu comme consentant. Or, est-ce qu'on peut trouver normal dans une société qui fonctionne correctement avec des gens bien intentionnés et avec une société qui
fait de sa priorité la protection de l'enfance, est-ce que c'est normal qu'on doive militer pour des choses aussi simples? Enfin, je veux dire, on va quémander des choses qui devraient normalement être acquises de fait. Et je pense que ça, tout le monde doit arriver à avoir ce tableau, en fait, de dresser pour arriver à bien comprendre ce dont on parle. Voilà C'est ça, c'est très intéressant ce que tu dis et là où tu mets le point, c'est comment ça se fait sur une chose aussi évidente, on est obligé de militer. C'est incroyable que dans ce pays, on soit obligé de militer pour quelque chose qui soit, en fait, pour moi, une évidence. Et je vais faire le parallèle avec le Maroc, parce que bon, il y a toujours le Maroc, c'est toujours intéressant d'avoir ce qui se fait à côté. Quand on a fait les testings, par exemple, sur les sites de rencontres pour mineurs, qui sont des nids à prédateurs, l'ONG au Maroc a fait la même chose, des testings, et malheureusement a constaté que c'était exactement la même chose. On créait des faux comptes de petites filles ou de petits garçons, 13 ans, et en l'espace de quelques minutes, on était assailli de messages de pédos et tout. Le pire, c'est qu'au Maroc, c'est comme c'est géolocalisé, c'était des pédocriminels locaux. Voilà, c'est-à-dire que des sites étrangers utilisés par des locaux, par des enfants, étaient introduits par des pédocriminels locaux. Donc nous, on a fait le constat qu'effectivement, il y avait ce souci-là. On a écrit au ministre de l'Intérieur, dont est en charge de tout ce qui est protection numérique. Et 15 jours après, il a répondu. Et c'est là où on voit la différence avec la France et un autre pays. C'est pour ça que je faisais le parallèle. En 15 jours, il a répondu en disant qu'il allait saisir le procureur général du roi sur cette affaire-là pour effectivement bloquer tous les sites et applications de rencontres pour mineurs au niveau du Maroc, au niveau de tout le territoire. Donc quand il y a une volonté politique, en 4-4-2, c'est fait. J'ai envie de dire, techniquement, c'est très facile. On a bien vu quand ils ont voulu arrêter RT France, ou voilà, en 24 heures, elle n'a pas pu émettre. Impossible de pouvoir se connecter à leur site, impossible à se connecter sur leur Facebook, leur YouTube. Bref, ils ont totalement disparu, en tout cas de France et même d'Europe. Donc il y avait une possibilité, une volonté de pouvoir voilà, de pouvoir, on va dire, mener à bout une politique, une décision politique. Elle est où la décision politique pour protéger nos gosses? Elle est où? Elle n'est pas là, elle est nulle part. Et j'ai envie de dire, franchement, il ne faut pas trop s'étonner. Comment on peut parler de protection de l'enfance Non, mais on parle même d'impunité. avec ce qu'il y a au-dessus de nous, avec ce qu'il y a au pouvoir? Franchement, je suis honnêtement, je me dis, j'ai l'impression, vous savez, quand je marchais, j'avais cette image, je voyais comme ça, il n'y avait pas grand monde. La plupart du temps, sur les 1500 km, j'ai plus croisé des vaches, des moutons et des chèvres que d'êtres humains. Mais bref, c'est pas trop le problème. Mais lorsque je marchais justement dans de longs pâturages, j'avais l'impression d'être un petit peu Don Quichotte et que j'allais me battre contre des moulins à vent. Et honnêtement, le combat contre la pédocriminalité, en tout cas en France, comme c'est mené, j'ai l'impression que je me bats contre des moulins à vent. C'est triste, hein. Mais bon. Donc, pour répondre à cette question que je t'avais posée, du coup, hormis le vice-président, bruxellois que tu as rencontré, bon, est-ce que tu as pu, de par, vos différentes mobilisations, être entendu, par, je ne sais pas, des députés, des sénateurs, qui pourraient éventuellement aller, déposer des questions prioritaires, de constitutionnalité, par exemple, ou entamer un travail de lobbying? Alors, pour tout ce qui est au niveau de la Grande Marche, par exemple, il faut savoir que tous les députés et tous les sénateurs ont été au courant, et pas un seul mail. Ils ont tous été au courant, on leur a tous envoyé au minimum 4 mails, à tous. Il y avait ce rassemblement à Paris. Normalement, il y avait des députés qui nous avaient promis d'être là. Il n'y en a pas qui ne se sont pas déplacés, ils ne sont pas venus. À Bruxelles, par contre, on a eu 2 attachés parlementaires. Ce n'étaient pas les députés, mais c'était les attachés parlementaires qui sont quand même descendus nous voir sur la place devant le Parlement
pour nous apporter leur soutien. Et puis voilà. Bon, malheureusement, c'est les élections là, donc peut-être qu'ils seront toujours en poste, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a eu que 2 attachés parlementaires à Bruxelles qui se sont intéressés plus que ça à notre combat. Sinon, non, pas grand monde. Et d'ailleurs, c'est bien que tu puisses parler de politique par rapport à ça. Il faut savoir que tu es au courant, Christelle, parce que nous en avions parlé. J'ai envoyé un courrier. Vous savez, il y a les européennes bientôt. J'ai envoyé un courrier que j'ai co-signé avec une dizaine d'associations et de collectifs qui luttent contre la pédocriminalité à tous les candidats tête de liste pour les prochaines élections européennes. Donc, il y en a 37. Au moment où j'ai envoyé le courrier, j'en ai envoyé à 23 parce qu'il y avait les autres, ils ne s'étaient pas encore déclarés. J'ai envoyé à ceux qui étaient déjà déclarés, mais qui n'avaient, naturellement, on n'avait pas encore déposé les listes parce qu'il fallait attendre le retour, bref, que ce soit validé et tout. Sur les 23 contactés, il y en a 3 qui ont malheureusement jeté l'éponge. Donc c'est pas grave, on leur a envoyé quand même un courrier, même s'ils vont pas être de la partie. Ils vont pas se... Et donc les 20 qui ont été contactés, sur 20, il y en a 2 qui nous ont répondu. Donc 10% de retour. Et les 17 autres qui se sont rajoutés là récemment, pareil, le courrier est parti et on va attendre le retour, mais il n'y a pas grand-chose. Tu t'imagines, 20 sur 20 personnes, de retour de courrier. Bon, ils ont eu la gentillesse de répondre, mais en termes de contenu, bon, j'ai partagé leurs réponses, leurs courriers sur les réseaux sociaux, mais c'est pas énorme, quoi. Ce courrier, où est-ce qu'on peut le retrouver, Farid, pour voir quelles sont les demandes concrètes que tu as effectuées, par exemple, si on veut pouvoir en prendre connaissance? Tu as un site le courrier sur ton site internet, c'est ça? Oui, le courrier, je crois que je l'ai mis sur Facebook, je crois, sur la Grande Marche, sur le site de la Grande Marche. Je crois qu'il y est, oui. Sur le site de la Grande Marche, et s'il n'y est pas, je vais le mettre. Je vais mettre les quatre feuilles, c'est pas mal ça. Parce qu'en fait, je l'ai mis sur TikTok, je crois. Et sinon, envoyé à tous les... Mais tu l'as eu, toi, Christelle, le courrier? Je sais plus. Honnêtement, je m'en souviens pas. Je l'avais envoyé. Ouais, d'accord. Je l'avais envoyé. Après, c'est bien pour les auditeurs qu'on puisse savoir où le trouver, justement. Donc, comme je sais que on a partagé ton site, là? Ouais, non, il n'est pas sur le site. Il n'est pas sur le site internet. Non, il n'est pas sur le site. Je vais le mettre aussi sur le site, c'est vrai. C'est pas mal. Hein. Tu me donnes des idées. Ben voilà, comme quoi les la plupart du temps, les gens ils vont pas forcément sur le site, ils vont plus sur Facebook et voilà. Mais je vais mettre sur Facebook et sur le site, c'est vrai. Et idem, je vais partager les réponses des candidats. C'est pas mal ça. Après, il faut pas hésiter aussi. Nous, c'est un travail qu'on essaye de faire, mais c'est toujours pareil. On sait combien c'est difficile de tout gérer quand on est peu nombreux à vraiment agir. Mais les réseaux sociaux, par exemple, avec Twitter, je sais que c'est un bon outil pour pouvoir taguer les politiques, hein. Avec Pierrick, on sait que ça fonctionne plutôt pas mal ça. Leur dire: «Voilà, on vous a sollicité à telle date pour des questions qui sont pourtant essentielles» et cetera, voilà, réécrire et puis ça permet aussi Ça a été partagé, ouais, sur voilà X. et comme ça les affiche, en fait. En général, ils aiment pas trop être affichés, ou en tout cas, ils prennent, le temps de répondre. Après, je fais juste un parallèle avec, notre action parce que nous, on a des copains, hein, on s'est fait des copains à travers notre combat. Je dis ça, c'est assez ironique. On nous appelle les lobbyistes. Alors, jusqu'à preuve du contraire, moi je oui, voilà, mais je dis à un moment donné, quand on a une équation qui est assez simple à comprendre, bon, si on a 80 de parents qui se mobilisent pour essayer de faire bouger, les choses dans le sens des enfants, on n'a peut-être pas besoin d'aller voir les politiques parce que la pression, elle est mise de fait. Par contre, quand on a, peut-être 10 à 20 effectivement des parents qui bougent, on est quand même obligé d'aller toquer à la porte de ceux qui prennent les décisions pour essayer d'influer sur ces décisions. Non pas qu'on soit convaincus, de la bonne volonté de tous, mais nous, de notre petite expérience, hein, parce qu'on est une jeune association, hein, on est là que depuis, 2021, fin 2021. Il y a quand même parmi ces gens au pouvoir des personnes qui sont de bonne volonté, mais qui
effectivement, n'ont pas le temps de traiter tous les sujets, aussi parce qu'ils sont acculés. Et tout à l'heure, tu parlais de la nécessité du travail de la société civile. Eh bien oui, le travail de la société civile n'est pas vain, parce que quand on prend le temps de faire du bon boulot et qu'on pose une réelle expertise, et nous, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, Farid, nous, on traite les sujets. Si on les prend, c'est parce qu'on est capable de les traiter et d'y apporter une expertise. Voilà. Et ça a une utilité quand on va voir des politiques, parce que finalement, c'est ce qu'ils n'ont pas le temps de faire eux-mêmes. Donc, quand on leur mâche le travail, à un moment donné, ben, ça porte ses fruits. Parce que derrière, ils vont pouvoir justement œuvrer dans le sens de propositions de loi pour faire avancer l'appareil législatif. Et c'est ce dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse, comme on l'a vu, des applications qui ouvrent la porte aux pédocriminels et qui mettent en danger nos enfants, il y a besoin d'activer l'appareil législatif. Quand il s'agit du système judiciaire, ça on l'a pas abordé, mais on l'a dit rapidement, le système judiciaire et ce qui réserve en fait aux victimes de violences sexuelles, et surtout ce qu'il ne fait pas pour punir en fait les prédateurs. Donc, enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est open bar, donc là aussi il y a besoin de faire bouger les lignes pour pouvoir, eh bien montrer, aux pédocriminels, en tout cas en France, que, si on commet un crime de cet ordre-là, on ne prend pas juste, quelques mois de sursis, ça pourrait être utile. Mais pour ça, en fait, c'est malheureux, mais oui, il faut constamment mettre la pression. Et mettre la pression, ben, ça passe aujourd'hui par, oui, tous les politiques, on va solliciter, solliciter. Tout à l'heure, je refais une vue d'ensemble, là, c'est volontaire. J'ai abordé, les, associations de lutte contre les violences sexuelles et l'inceste. Pendant 20 ans, en fait, ils ont travaillé pour pouvoir, permettre, en fait, de reconnaître aux victimes qu'ils ne sont pas consentants, à partir du moment où ils ont moins de 15 ans. Donc tout ça, c'est un travail qui demande, ben, du tr de l'investissement, des années de labeur, de l'insistance également auprès, des politiques. Et puis là, le travail qu'on fait, par exemple, ce soir n'est pas vain, Farid, parce que même si on a l'impression qu'on jette, des cailloux, dans l'océan, ben, à un moment donné, peut-être qu'un de ces cailloux va faire un ricochet. Et je veux dire, c'est bien pour ça qu'on continue. Et puis aussi, en tout cas, pour ma part, je sais pas comment toi tu ressens les choses, mais moi, c'est ma conscience, en fait, qui me dicte que je dois continuer parce qu'on a charge d'âme, voilà. Parce que c'est juste notre rôle, en fait, en tant qu'adulte, que de se sentir investi de cette mission qui est la nôtre, de protéger les enfants. Voilà. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi, mais là où les gens certaines personnes ne comprennent pas, c'est vrai, moi j'ai eu cette réflexion de certains, enfin, certaines et certains lors de la Grande Marche, que j'avais dit dès le départ que j'allais solliciter les politiques, parce qu'il est illusoire de croire qu'on pourra changer quoi que ce soit sans y impliquer les politiques. Certaines personnes se sont détournées de la marche en disant oui, mais comment tu peux demander justement aux politiques, notamment le fait que j'aille à Bruxelles, c'est eux qui décident les lois, c'est eux qui sont, comme qui dirait, l'antre de la bête. Comment veux-tu aller dans l'antre de la bête et quémander auprès de ceux-là même euh, qui, euh, qui décident ces lois qui permettent tout ça? Comment tu peux te permettre d'aller les voir et leur demander justement, leur quémander quoi que ce soit? Juste envie de leur dire à ces gens-là que la politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Moi, j'ai une Si la question, société pour civile, si la société civile elle était mobilisée sur les questions des enfants, mmh. l'encre de la bête, ben, croyez-moi, vous la faites trembler. Si Non, vous mais êtes Farid, des milliers autour, rassemblés pour justement taper du poing sur la table en disant ça suffit maintenant, nos enfants ne sont plus de la marchandise que vous pouvez brader et des décisions, comme tu l'as dit si bien Christelle, de justice qui sont au pire des cas, c'est du sursis. Il y avait une avocate, vous pouvez retrouver la vidéo, hein, elle a fait le buzz, qui disait en France, on a plus de risques de finir en prison en dealant une barrette de shit que violer un gamin, quoi. Et malheureusement, c'est exactement le cas. Et c'est très dangereux, les décisions de justice en France. Pourquoi? Parce que c'est un signal fort lancé en direction des pédocriminels, parce que c'est comme une sorte de message qui dit un blanc-seing signé, qui dit allez-y les gars, faites-vous plaisir, violez des gosses. Au pire des cas, si vous vous faites attraper,
eh ben, vous aurez du sursis. Mais Mmh. ça, c'est si vous vous faites attraper. Donc, allez-y. Les enfants, de toute façon, ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est vrai, Christelle, faut dire la vérité. En France, on ne se mobilise pas pour les enfants. On se mobilise pour le prix de l'essence trop cher, on se mobilise pour la retraite, on se mobilise pour les acquis sociaux, on se mobilise voilà pour la poche. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien toutes les mobilisations, enfin pas toutes, mais ces mobilisations-là, c'est pas ça le problème. Mais pour les enfants, on mobilise personne, enfin, très peu de gens. Et là, je mets à défaut quiconque de me prouver le contraire, qu'il y a une très grande mobilisation de plus de 200 000 personnes concernant la protection des enfants. Ça n'existe pas en France. Jamais. Peut-être sur un fait divers, c'est-à-dire d'une façon, allez, il y a eu un meurtre dégueulasse et tout, on fait une grande marche blanche, spécifiquement pour ce cas-là, mais pour la globalité, pour changement de logiciel au niveau de la France, dans sa globalité, il n'y a personne, tout le monde s'en tape, tout le monde Mmh. s'en fout des gosses. Et je Bah, mets on au défi quiconque qui regarde le live ce soir de me prouver le contraire. En non, France, mais on s'en fout des gosses. on en a parlé tout à l'heure, Farid. Alors c'est vrai que la majorité est plongée dans un déni de confort, et puis encore une fois, c'est malheureux, mais l'être humain et aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, enfin, en France, on a quand même une tendance à être très individualiste et n'agir que lorsque le mal est fait et donc je pense qu'effectivement, Ouais. nous, ce qu'on essaye de faire, heu, c'est, de pouvoir agir avant que le mal ne soit commis. Je vais juste, me permettre une petite parenthèse parce que je lis le chat donc de l'émission et je voudrais répondre à une personne concernant sa requête. Alors c'est Urélis, pardon si je prononce mal, qui nous conjure de parler, de Frédéric Mitterrand, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Jacques Land. On en a déjà parlé. On a parlé tout à l'heure je crois que c'était vers les premières minutes, hein, de l'émission. Farid, on les a évidemment pas oubliés, n'est-ce pas? Voilà, on sait très bien, d'où ça vient et on sait très bien ce qui a été laissé faire en France dans les années, 77 donc Mais voilà. pourquoi aller si loin, j'ai envie de dire? Pourquoi parler des morts? Il y a des vivants à la télé à l'heure actuelle, à la télévision à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes mobilisés pour aller devant l'Arcom? Est-ce que vous êtes mobilisés pour aller devant ces chaînes de télévision et demander la démission de ces gens-là? Alors arrêtez de regarder ce qui s'est passé avant, regardez ce qui se passe aujourd'hui et regardez la mobilisation ou plutôt la non-mobilisation. Avant de vous dire oh là là, Jacques Lang ou Simone de Beauvoir, ça Mais fait c'est des déjà années qu'ils bien. sont Je morts, suis ou pas je ne sais d'accord quoi, ou avec toi là, Mitterrand, il Farid. est mort. Qu'est-ce que faites quelque chose maintenant? Farid, Mobilisez-vous. Quand on lance par exemple une mobilisation, il y a très peu de gens qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? je me permets de te dire que alors autant il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord sur ce que tu as dit, mais là-dessus, non. Pourquoi? Parce que Pourquoi tu n'es pas d'accord, Christelle? ben, je vais t'expliquer, c'est précisément ce que j'allais faire. Je Vas-y. suis pas OK parce que tu peux pas reprocher à des gens de partir dans le passé parce que déjà pour comprendre le présent, effectivement, il faut savoir ce qui s'est passé déjà dans ton pays. C'est important l'histoire. Donc pour moi, déjà, c'est bien parce que ça veut dire que ces personnes-là qui nous demandent de parler de ces sujets, la seule chose à mon sens qu'elles essayent d'acter, c'est le fait que non, ce n'est pas impossible et qu'il faut sortir du monde de oui, oui et arrêter de croire que tout est fait, en tout cas pour le bien des enfants et qu'il n'y a jamais eu de promotion de la pédocriminalité en France. Enfin, je veux dire, il y a eu des lobbying, ça s'appelle du lobbying Il y pédocriminel. en a Donc ça, toujours. il y Non, en a mais toujours. Non mais attends, on est d'accord, Christelle, je vais au bout de ma pensée si tu veux bien. vas-y. Maintenant, je vais te donner un exemple et c'est pour ça que moi, de la place où je parle, ce que je prône toujours, c'est l'humilité avant tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce que l'on fait, ça fait beaucoup de bruit et en réalité, parfois, on se rend compte qu'on est absolument méconnu. Je vais te donner un exemple très récent. Regarde, hein, on a l'impression que tout le monde sait la mobilisation qu'on peut mettre en place à différents niveaux et cetera. Toi sur la pédocriminalité, moi sur l'éducation à la sexualité et d'autres sur, par exemple, la question sanitaire. En réalité, tu vois, il y a pas longtemps, je me suis rendue dans une conférence où il y avait 1 500 personnes. C'était la première fois que j'intervenais devant autant de monde et c'était des gens qui pourtant étaient
déjà dans un cheminement de réflexion sur la question sanitaire. Voilà, c'était des personnes qui suivaient justement, des paroles, différentes de celles qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux télé, en matière de santé, par exemple. Donc je me suis dit: «Je suis face à un public quand même qui a l'esprit critique», tu vois? Ah ben, sur les 1 500 personnes, je suis persuadée qu'il y en avait le 3/4 qui n'avaient aucune idée de ce que j'étais en train de raconter concernant l'éducation à la sexualité aujourd'hui, telle qu'elle se passe dans les écoles françaises. Donc si tu veux, même si on a l'impression, effectivement, que ça semble une évidence, en fait, pour les gens, le fait de venir se mobiliser, moi, si c'était pas Val, que je salue parce que je sais en plus qu'elle est qu'elle est là ce soir, je l'ai vu marquer des commentaires. Si c'était pas elle qui me parlait de ce que tu faisais, je n'étais pas au courant, tu vois? Et pourtant, il y a 20 ans, comme et je le redis, ces questions-là, j'ai été touchée presque dans ma chair, en fait. Donc c'est pas un sujet pour moi qui est inconnu, tu vois? Je tombe Ah, pas mais des nues et j'ai pas une coquille au-dessus de la tête. Donc je veux dire, il y a tu, des paramètres. tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je ne parlais pas forcément de mes actions, tu vois. C'est pas... Et d'ailleurs, en règle générale, comme je l'ai dit, on est très peu dans la lutte, malheureusement. Et c'est, comme qui dirait, des chaînes enfin des canaux d'information dans lesquels se regroupent les mêmes infos. Tu vois, ça tourne, etc. Et dans ce petit microcosme, quand même, on sait qui est qui fait quoi, quelles sont les actions, etc. En tout cas, pour ceux qui s'y intéressent. Et ça fait quand même un certain nombre de personnes. Et malgré ça, ça a du mal à tourner. Je parlais pas de moi, je parlais en règle générale sur la pédocriminalité. D'accord. On a eu par exemple le cas de Sound of Freedom avec ce qui s'est passé derrière, ça n'a pas suscité plus d'émoi que ça. Au-delà de ça, on sait tous pertinemment, je ne parle pas de mes actions, je parle de ceux qui sont à la télévision, qui Mmh. sont, comme tu dirais, de notoriété publique comme étant des pédocriminels notoires, et que ça ne suscite pas de mobilisation. C'est de ça dont je parle. Je parle pas de moi, je m'en fous de moi. Moi, je suis pas intéressant dans l'histoire. On s'intéresse pas de moi, on s'intéresse pas de mes actions. Je parle de effectivement ceux qui ont accès aux médias, à la télévision, qu'on sait que effectivement ils sont des criminels et qui pour autant sont toujours là et ça ne suscite pas d'émoi plus que ça. Ça ne suscite. Les gens, par exemple, tu as beau, tu peux te poser la question à qui tu veux autour de toi, ils vont dire oui, mais on sait de toute façon. Ah, les politiques, ouais, c'est tous des pédos. Les médias, bien sûr, ils sont cul et chemise avec les pédos. C'est pour ça qu'ils en parlent pas parce que d'accord, mais maintenant que tu as fait le constat, qu'est-ce que tu fais en fait? Mmh. Est-ce que tu t'es renseigné pour savoir si tu pouvais te mobiliser ou toi, en tant qu'être humain, tu peux faire quelque chose pour protéger les gosses, puisque tu sais que effectivement, on est entouré de pédos. Il y a un moment donné où il faut que voilà. En France, quand même, on parlait de protection numérique. La France, c'est le deuxième pays le plus gros consommateur de contenu pédocriminel dans le monde, juste derrière les États-Unis. Le deuxième pays le plus gros consommateur de contenu pédopornographique en ligne, pédocriminel en ligne. Non mais c'est de la folie. Et il semblerait que ce soit le troisième pays euh, fabricant, producteur de contenu pédopornographique en ligne. Le troisième pays dans le monde. Il n'y a pas 10 pays dans le monde. Il y en a presque 200. Et c'est le deuxième et le troisième. Non mais c'est incroyable ça comme palmarès, vous imaginez pas. Et je me dis que derrière, si les gens sont un petit peu amorphes, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de pédos, en fait, hein, mine de rien. Et si les gens, bah voilà, ils se contentent de se dire, bah ouais, bah on sait, les politiques, bah oui, ils sont tous dedans, ils baignent tous dedans. Les médias, ah ouais, aussi, les médias, ouais, d'accord, maintenant que tu sais ça, tu fais quoi? Je m'en fous. Ben voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça que moi, je pointe du doigt. C'est de la responsabilité de chacun, de chaque individu. Nous, adultes, là, on peut faire ce qu'on fait. On peut prendre le micro, on peut parler. Moi, j'ai fait 1500 kilomètres, je peux le faire. Je peux interpeller les politiques, aller voir le vice-président du Parlement bruxellois, lui dire ce qui ne va pas. Je peux le faire. Mais un enfant, lui, est-ce qu'il peut le faire? Un enfant victime, qu'est-ce qu'il peut faire derrière pour se défendre, à part se taire, à part être muselé, voué au silence? Non seulement il est victime, en plus de ça, il est voué au silence, et en plus de ça, il assiste à la passivité des adultes qui sont censés le protéger et qui le laissent comme ça dans sa merde. Non, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Et c'est ça qui, moi, me révolte, c'est ça qui, moi, me dégoûte. Ça n'a rien à voir avec mes propres actions, je ne suis pas important dans l'histoire, il n'y a Non, pas c'est d'ego. pas Tous ceux, alors
Je voudrais Tu pas vois te ce que je veux dire? méprises quand même, Farid, hein. Tout à l'heure, c'est pas une mauvaise interprétation de ma part. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que, souvent, on a l'impression, finalement, qu'on peut embarquer du monde et on espère, si tu veux, Ah à oui, oui. travers, cette petite étincelle, en fait, qu'on essaye d'insuffler pour dire: «Bah, voilà, on sait pas quoi faire, mais on va pas rester assis. On essaye de faire quelque chose et on espère justement à travers le peu de moyens qu'on a». Je termine là-dessus, après je voudrais que Pierrick il puisse, poser quelques questions aussi. Simplement, je dis juste qu'on a l'impression finalement que, on peut rapidement avoir du monde et que à travers nos réseaux, finalement, où on se prêche tous entre convaincus et où on se rejoint parce que nos sujets, en fait, finalement, ben, ils sont voilà, je veux dire, c'est une toile d'araignée. Au bout d'un moment, on s'en rend compte. Je dis simplement qu'il nous manque quand même beaucoup de moyens. En fait, il nous manque, Oui, cette oui. communication de masse avec laquelle, on pourrait être davantage entendu et que l'on n'a pas. Parce que voilà, parce que je ne sais pas vous comment vous êtes financés au niveau de l'ONG, mais nous, on est tous des bénévoles, par exemple, chez les Mamans Louves, tu vois? Et on vit, ben, de bénévolat. On fait fonctionner l'association à travers les quelques dons qu'on va recevoir pour pouvoir payer un compte Zoom, pour pouvoir faire ci, mais on a des moyens qui sont, je veux dire, inexistants par rapport finalement à l'ampleur des sujets que l'on porte. Donc maintenant, peut-être que Pierrick, il se demande, je suis sûre qu'il a envie de savoir parce que lui, par exemple, je vais juste quand même saluer l'homme qu'il est et je le fais à chaque fois et je sais que ça le met mal à l'aise, mais j'adore faire ça. C'est un gars, il a pas d'enfant, d'accord? Et ça fait des années qu'il est mobilisé avec nous et qu'en fait, comme toi, Farid, il s'arrache la tête et quand on se parle, en fait, voilà, il est révolté parce que oui, parce qu'à un moment donné, ben, n'importe quel être humain normalement constitué, qui est doté d'un cœur, se sent investi normalement par la protection de l'enfance. Donc Pierrick, tu vois, il a pas d'enfant, il est là et il donne de son temps. Heu, Parfois, il a l'impression que c'est pas assez, mais en fait, moi, je dis que si tout le monde faisait ce qu'il fait, franchement, le monde se porterait mieux. Voilà, donc je suis sûre, Pierrick, que tu as plein de questions à poser et que comme c'est un sujet que tu découvres, tu vas pouvoir, eh bien, avoir les réponses avec Farid qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Ouais, je te remercie. Alors, tu me disais en privé, n'hésite pas à intervenir, mais il y avait tellement d'échanges intéressants, je me suis dit, j'interviendrai tout à l'heure. Avant juste de poser les questions, si tu me le permets, justement, je voudrais intervenir sur des choses. Et je pense, moi, la réflexion sur laquelle, sur le sujet de l'enfance d'une manière globale, que ce soit l'éducation de la sexualité, la pédocriminalité, etc., là où je pense qu'il faudrait qu'on arrive à aller plus loin, je ne sais pas qui, comment, est-ce qu'il faut payer une étude, entre guillemets, sociale ou autre, euh, pour arriver à faire bouger les gens, il faudrait essayer de comprendre finalement un petit peu sociologiquement parlant, si on peut dire ça ainsi, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je vous dis ça je vais essayer de le dire avec mes mots. Excusez-moi éventuellement si je n'ai pas spécialement la rhétorique adaptée. J'essaie d'observer moi un petit peu également le comportement entre guillemets autour de moi, notamment des fois de mes amis, de gens proches, des gens avec qui je sais qu'ils sont en partie ou majoritairement d'accord avec nous sur tous ces sujets. Vous savez que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pourquoi j'utilise les réseaux sociaux, c'est, je trouve, ça me permet de prendre un petit peu, je dis bien en partie, ce n'est pas la réalité, mais ça permet de prendre le pouls un petit peu de la société, de voir nos amis, etc., de voir à quoi est-ce qu'ils réagissent et à quoi ils ne réagissent pas, de voir ce qu'ils partagent et ce qu'ils ne partagent pas. Et il y a des choses, je sais qu'ils sont des gens proches de moi, qui connaissent mes engagements, qui savent que je fais cette émission ce soir, qui pourtant, je reste convaincu que la majorité ne va pas la regarder, par exemple. Euh, et pourtant, malgré qu'ils soient d'accord, c'est la question que je me pose, c'est en fait, malgré que des fois j'ai essayé de tâter un petit peu le terrain, c'est pourquoi ils ne vont pas jusqu'à regarder. Malgré qu'ils soient quand même un petit peu sensibilisés de par ce que je leur raconte en privé sur le sujet. Pourquoi quand, par exemple, exemple tout bête, ses amis proches, potentiellement, quand ils voient que je fais une publication de cette émission ce soir sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'ils ne la partagent pas? Ce n'est pas du jugement. Moi, ce qui m'intéresserait, et je trouve que c'est ce qui nous manque dans nos combats actuellement, depuis déjà quelques années, je me dis, il faudrait qu'on fasse une étude. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'enclenchent pas ne serait-ce que le partage? Pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas? Pourquoi est-ce que leurs réseaux sociaux, ils ne veulent même pas partager éventuellement, qu'ils la regardent ou non,
ne serait-ce que cette émission sur la pédocriminalité. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas éventuellement à d'autres parents autour d'eux? C'est pas spécialement qu'ils adhèrent à la pédocriminalité ou autre, hein. C'est qu'est-ce qui fait qu'ils les limitent. Bon, vous allez me dire, oui, on pourrait le résumer, bah, il suffit juste d'avoir un petit peu de courage. Mais on est, je pense, vraiment dans une société, ce serait intéressant de comprendre, d'essayer de comprendre. Et c'est là, je te soumets l'idée, Christelle, parce que c'est avec justement tous les échanges que m'est venue cette réflexion. Essayer de comprendre un petit peu, socialement parlant, qu'est-ce qui se passe pour que ça n'enclenche pas certaines choses. Parce qu'il y a le politique d'un côté, on en a parlé, on peut balancer des noms, on peut faire ce qu'on veut, etc. Est-ce que ça fera changer grand-chose? Je ne suis pas sûr. Mais il faut en parler. Comme disait Farid, comme disaient certains, il y a eu tous les échanges. Par contre, la question après, et c'est là où on viendra à la question sur quoi faire, juste avant, je me dis, quel est le moteur qui fait qu'on pourrait arriver à faire enclencher juste un petit peu cette petite chose-là, à faire agir davantage les gens. Je pense qu'il y a plein de sujets, notamment sur le sujet de l'enfance, où je pense, je dis bien, c'est une perception personnelle, ils ont l'impression, je pense, de s'attaquer à un monstre, de se dire, de toute façon, en fait, c'est tellement énorme, c'est tellement à l'échelle politique, c'est tellement à l'échelle ou autre, que de toute manière, on n'y peut rien, en quelque sorte. C'est mon interprétation de ce que je vois de gens autour de moi, on est bien d'accord. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à leur montrer qu'au-delà des engagements politiques, des sollicitations politiques, il y a déjà énormément de choses à faire à l'échelle locale, à l'échelle individuelle, et qui sont ultra simples. Et c'est là où justement, il faudrait qu'on arrive à trouver cette solution pour que la personne qui ne partage pas, par exemple, une émission, un livre ou quoi que ce soit, pas spécialement que ce soit les Mamans Louves ou d'autres, hein, parce que je sais qu'il y en a après chacun qui prêche un petit peu pour sa paroisse. Je rejoins un petit peu Varine. Moi, je m'en fous. Tant qu'il y a des choses, tant que chacun pose des jalons dans l'intérêt des enfants, que ce soit Maman Louve ou autre, etc., il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce qu'on justement on arrive à faire activer ces gens qui voient et ne partageaient pas, vont davantage partager? Comment est-ce que éventuellement ces papas, ces mamans, surtout ces mamans, encore une fois, merci pour le message que tu me disais tout à l'heure, Christelle, mais si je suis là, c'est parce que j'admire depuis notamment la crise Covid, parce qu'avant, je n'étais pas spécialement engagé pour les enfants, mais j'admire justement tout le travail et ces femmes, j'ai grand respect, là, pour le coup, de toutes ces femmes-là qui se sont mobilisées, qui nous font une grosse leçon de morale, enfin une grosse leçon pour nous les hommes également, hein. Les hommes censés être protecteurs, eh ben, malheureusement, je ne les retrouve plus. Et c'est pour ça que je fais les émissions avec vous, parce que les protectrices, voilà, les louves, je les retrouve davantage chez vous et je ne retrouve plus les coronesses que l'on serait censé retrouver, notamment chez pas mal d'hommes. Voilà, ça c'est un avis purement personnel. Mais justement, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'éventuellement une maman qui va voir par exemple cette émission va enclencher le processus, entre guillemets, plutôt que d'avoir vu l'émission, éventuellement la partager sur son réseau Facebook, va demain à l'école, en attendant que les gamins sortent, choper la maman qu'elle connaît bien, choper la maman de Théo, choper la maman de Lucas, éventuellement, et au lieu de discuter, tiens, je reviens du travail, etc., va dire, tiens, en fait, j'ai vu l'émission, est-ce que tu es au courant de cette émission, de cette action de Farid, de l'association Touche pas à mon enfant? C'est des choses intéressantes, je t'invite à aller voir. Ça va être comment éventuellement des membres, par exemple, des associations de parents d'élèves, les appels, les EGEC, vous savez, dans toutes les écoles, vous avez ça. Qu'est-ce qui fait que demain, le président, le vice-président ou l'un des membres de cette association, ils ont pratiquement tous soit des mails, soit des WhatsApp, etc., va se dire, tiens, je vais balancer sur ce groupe-là, sur notre groupe de conversation, de l'association de parents d'élèves, éventuellement cette information, une émission, un courrier, un document. Parce qu'en fait, la problématique, elle est essentiellement là. On sait très bien qu'on ne peut pratiquement plus compter sur le politique. Mais si par contre, à l'échelle globale, on arrive déjà à toucher beaucoup plus de monde, c'est comment est-ce qu'on active toutes ces personnes. Et moi, c'est le véritable paradoxe, ce que j'ai du mal à comprendre. Je parle régulièrement justement de la cause des enfants sur des groupes privés avec des amis proches. Et malgré qu'ils soient sensibles à cela, il n'y a pas de. Et je ne veux pas les juger, je ne veux pas me dire, voilà, il ne faut pas du courage. Je me dis, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque
que ça en reste à Pierrick, on t'écoute, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dans le déni? C'est qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette je fais suivre l'information à d'autres parents? Je pense qu'il y a vraiment, on va dire, une société déjà un petit peu complexe à ce jour. On est dans une société qui est tellement. Il y a la guerre, le ceci, le cela, que du coup, c'est presque trop. C'est presque trop. Donc, la question serait, malgré l'importance du sujet, comment est-ce qu'on peut essayer de démystifier un petit peu le sujet, de dire, écoute, ça peut te sembler colossal, mais en fait, à ton petit niveau, oui, il y a du stress. Tu ne sais pas si demain tu auras du travail dans ton activité professionnelle, parce que dans certaines entreprises, c'est compliqué actuellement. Oui, tu es sous l'eau avec le travail, oui, tu es sous l'eau avec les gamins, leur donner la douche, etc., etc. Mais par contre, bah, en fait, rassure-toi, toi, à ton petit niveau, plus toi, plus toi, plus toi, éventuellement, tu as peut-être juste ça à faire. C'est pas grand-chose. C'est justement prendre 2 minutes quand tu parles avec la maman de Lucas à la sortie de l'école. Les noms sont fictifs, hein, attention, je vous les donne, je vise strictement personne, je tiens à le préciser. C'est comment est-ce que justement ces parents, ces adultes vont parler de Farid, vont parler de l'émission de Maman Lou, vont parler de telle autre association, vont parler de la petite mort dont on a parlé, etc. Ça va être comment éventuellement, bah tiens, on va alerter, comment est-ce qu'on fait suivre, comment est-ce qu'on arrive à actionner les parents sur, là je rejoins ce que disait notamment Bloom tout à l'heure, et je l'avais déjà évoqué dans d'autres émissions, et notamment pour ceux qui me suivent, dans une émission avec justement David Guyon, où on évoquait justement justement de ça là. Voilà. C'est comment déjà, on va dire, on arrive à re-responsabiliser les parents, de dire attends, en fait, lutter contre la pédocriminalité, c'est presque facile. C'est au-delà de cela. C'est arriver à remontrer une sorte de facilité. C'est dire éventuellement, si tous les parents se saisissent de ça là, voilà, du téléphone qu'ils mettent dans la main de leurs enfants, et ben déjà, on peut évincer pas mal de choses. C'est-à-dire que même si on se bat, nous, pour faire fermer des sites, notamment, vous savez, Rencontre Ado, dont on avait déjà eu parlé avec Christelle Commet, de certaines choses, c'est le cumul des actions. Mais si pas mal de parents se saisissent du téléphone de leurs enfants, mettent des protections, vont voir régulièrement les historiques, les empêchent d'accéder à. Vous savez, vous avez, moi qui ne suis pas parent, j'ai regardé une fois, et ça prend presque 5 minutes d'avoir un contrôle parental depuis votre smartphone, vous, en tant que parent, sur le smartphone de votre enfant, et de voir exactement ce qu'il est en train de faire, enfin, ou de voir les sites qu'il a consultés. Donc, c'est comment on peut dire, mais regardez, il y a des choses très simples à faire. C'est ça plus ça. C'est éventuellement, tu es parent, tu entends que, bah tiens, ton gamin a eu accès, par exemple, à du contenu porno parce que sur le téléphone justement de Lucas, son petit copain, dans la cour d'école, bah, c'est que plutôt que de faire oulala, etc., bah, c'est éventuellement, bah, je vais choper justement le père de Lucas ou la maman de Lucas. Et puis je lui ai expliqué, écoute, il faut qu'on trouve une solution ensemble. On n'est pas là pour s'engueuler, mais on va trouver une solution ensemble. C'est que mon fils, il a accédé à du contenu porno depuis le téléphone de ton enfant. Donc là, il faut qu'on mette en place. Est-ce que tu connais qu'il y a telle application qui permet de faire ceci, faire cela, pour éviter que ça se reproduise? Donc voilà, je pourrais en parler des heures, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaye d'insinuer, je me dis, c'est qu'est-ce qui fait que ces sujets, pourtant, où beaucoup de gens sont sensibles, excusez-moi pour ceux qui posent des questions en commentaire, je suis tellement concentré que je n'ai pas spécialement vu vos commentaires. Tu n'hésiteras pas, Christelle, éventuellement à venir après. Mais comment est-ce qu'on peut, là, moi, ce qui me manque, c'est presque des solutions sur comment est-ce qu'on fait actionner pas mal de choses. Comment est-ce qu'on en fait, comment est-ce que demain, justement, des amis qui pourtant sont sensibilisés, sont sensibles un peu à ces sujets-là, vont partager, éventuellement diffuser autour d'eux, dans les groupes de parents, auprès d'autres adultes, auprès d'enseignants, certaines choses. Ça va être comment l'enseignant, éventuellement, dans une réunion parents-professeurs, où il n'y a éventuellement pas les enfants, comment est-ce qu'il peut, bah tiens, potentiellement, plutôt que de ne pas parler, aborder certains sujets, c'est au cours de la réunion, parler, prendre ne serait-ce que 5 minutes. Tenez, messieurs, dames, voilà, vous avez des enfants, je tiens à vous signaler, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a telle problématique, éventuellement, pas spécialement à l'échelle de notre école, mais il y a tel risque, est-ce que vous y êtes sensibilisé, est-ce que vous êtes informé? Sinon, vous pouvez aller voir à tel endroit ou à tel endroit, à tel endroit. Je vous invite éventuellement à être davantage vigilant
sur le téléphone de vos parents, de vos enfants, etc. Un petit peu, on en revient au principe de prévention que justement vous préconisez avec le SOS Éducation. Donc c'est là où justement, du coup, permettez-moi, j'ai pris le temps en fait, toute cette réflexion-là que je vous dis, je vous remercie parce que c'est le fruit de la réflexion de vos échanges. Voilà, c'est tout ce qui m'est venu, tout ce que je voulais dire ensuite avec vos échanges. Donc c'est là où Farid, toi par exemple, est-ce que tu aurais des solutions potentiellement simples, des petites choses pour des parents, pour les adultes, pour essayer d'alerter, informer et surtout faire quelque chose, même si des fois même des fois des actions simples, hein. On ne parle pas d'aller attaquer le président de la République en justice, etc. C'est pour le citoyen lambda, permettez-moi, qui déjà ne fait pas grand-chose si ce n'est rien. Quelles petites actions, quels petits gestes est-ce qu'il pourrait faire justement tous les jours, ou enfin tous les jours, une fois de temps en temps, pour ne serait-ce que arriver à donner éventuellement des pistes d'évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pas forcément de solution, mais je vais peut-être avoir une piste de réflexion qui va rejoindre qui va peut-être essayer de répondre en partie à ta réflexion, qui est que moi, je vais me baser sur beaucoup de témoignages de gens qui étaient totalement, mais carrément hermétiques, et c'était épidermique, hein, hermétique totalement à la question de la pédocriminalité. C'était pas possible. Et j'ai un exemple très concret de quelqu'un qui a partagé, qui est même venu marcher avec moi, qui est quand même fini par venir marcher avec moi, qui était totalement hermétique à la question de la pédocriminalité. C'était pas possible. Lui, il entendait ça, il commençait limite à vomir. Et en fait, c'est à force d'en parler, à force de vulgariser un petit peu le propos, et de continuer encore et encore et encore à en parler, à ne pas lâcher l'affaire, qu'il a fini par surmonter, à force de nous entendre, écouter, voilà. Il a fini par un petit peu comme qui dirait, son dégoût, son approbation, voilà, à force qu'on lui rabâche, qu'on lui reparle, ou qu'il revoit des vidéos ou des lives ou des conversations, parce que on était sur des forums, des trucs comme ça, à force, à la fin, il s'est un petit peu plus détendu, j'ai envie de dire. Et il a prêté un petit peu plus l'oreille. Et au bout vers la fin de la marche, vers la fin de la marche, il est venu, il m'a rejoint, et il est devenu vraiment un vrai défenseur des enfants, alors que au départ, lui parler de pédocriminalité, c'était juste pas possible. Ça, c'est un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc voilà, quelque chose qui pour moi répond directement à ton interrogation. Je pense que la multiplication des actions, la multiplication des témoignages des victimes, ça c'est très très important. Moi j'en ai marre de regarder à la télévision, sur les plateformes de streaming, des séries où on met en avant les criminels, les serial killers, plutôt que de mettre en avant les victimes. Moi, c'est les victimes qui m'intéressent. Et au lieu de se souvenir du nom des pédos ou des noms des criminels, j'ai envie qu'on se souvienne des noms des victimes, parce que c'est pour moi, elles, les véritables héroïnes. Et à force de parler de ça et de parler avec des victimes qui se présentaient comme de vrais, voilà, des personnes qui n'étaient plus victimes, d'anciennes victimes, c'est-à-dire qui mettaient de côté leur statut de victime pour se dire qu'on avance, on va de l'avant, et que de toute façon, voilà. Moi, quand j'en parlais, pour moi, vraiment, hein, personnellement, c'est pas de la langue de bois, ce sont des héros. Et à force de parler avec ces héros, lui, ça l'a un petit peu happé. Ça l'a pas un petit peu. On va dire, il a prêté un petit peu plus l'oreille. Et après, c'est devenu, comme qui dirait, voilà, il est rentré dedans, et comme je l'ai dit, hein, il nous a rejoint, il m'a rejoint pour marcher, donc il se reconnaîtra. Si tu te reconnais pas, Dadou,
Coucou. Et donc, je me pense sincèrement, la multiplication des témoignages des victimes. Voilà, pour moi, ce sont vraiment des héros. La multiplication des documentaires, des actions, de ce que vous faites, de tout ce que font la société civile en direction de la protection des enfants. Je pense que ça, plus on va en parler, plus les victimes aussi prendront la parole et qu'on mettra en avant et qu'on valorisera, surtout qu'on valorisera, qu'on écoutera. Je pense que derrière, ça démystifiera un petit peu ce côté, je préfère mettre la tête dans le sable, à faire l'autruche, et de me dire que bêtement, en mettant mes mains devant les yeux, ne rien voir fait que ça n'existe pas. Voilà. Non, je pense que pour moi, c'est une des pistes, je ne dis pas que c'est la seule, je pense que c'est une des pistes, multiplier les actions, multiplier les interventions des victimes, les mettre véritablement en avant. Je pense que ça permettra effectivement de susciter un petit peu plus l'intérêt et de pousser les gens aussi à avoir ce petit like, hein, ce petit partage naturel que tu trouves qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui bloquent par rapport à ça. Je pense que c'est un sujet très anxiogène, hein, très anxiogène qui fait que effectivement, il vaut mieux pas ne pas trop s'y attarder et de passer à autre chose parce que s'y attarder, c'est de penser que ça existe et de se dire qu'on vit dans un monde dans lequel existe ce genre de dégueulasserie, bah c'est pas terrible en fait. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Je Ça me permets. existe. Et si vous ne vous occupez pas des pédocriminels, malheureusement, eux, ils risqueraient de s'occuper des enfants et peut-être un enfant autour de vous. En tout cas, je l'espère pas. Mais c'est à nous, adultes, c'est de notre responsabilité, vraiment, hein, vraiment, à chacun d'entre nous, de prendre nos responsabilités et de œuvrer au quotidien justement pour protéger les enfants. C'est pas juste des mots, hein, c'est vraiment y aller. Il y a plein d'associations qui font ça. Et comme tu l'as dit si bien, Christelle, nous, en tout cas, touche pas à mon enfant en Europe, on a 0 subvention, on a eu cette politique dès la création, donc on fonctionne comme toi, hein, que des bénévoles et avec les dons des membres. Et donc, c'est très, très, très difficile. Au départ, on fonctionnait pas mal sur des actions en justice au pro bono, donc des avocats qui nous aidaient. Malheureusement, plus le temps passe, et moins c'est évident de trouver des avocats pour nous aider sur ce type d'action. Donc, c'est très compliqué de mener beaucoup d'actions en faveur des victimes quand effectivement, tu n'as pas de subvention et tu es sans dessous. Mais c'est pas grave. La bonne volonté pallie au manque de moyens. C'est comme ça. Hein. On est militant, on y croit et on avance. Et voilà. Il y a. J'espère que peut-être c'est une des pistes, hein, je pense, mais il y en a plein d'autres. Merci. Je me permets de réagir à ce commentaire de Nico. Salut Nico. Très intéressant, ça me fait penser. Ça tombe bien, je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre jour, c'est en rentrant du travail, je tombe par hasard dessus en allumant la télé. J'étais sur Arte, alors comme quoi des fois finalement j'ai l'impression, enfin je ne crois pas en hasard si on peut dire ça ainsi. Et je tombe sur Arte, il y avait un reportage, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un très gros reportage là qui est sorti sur justement la pédocriminalité. Oui. Et je tombe dessus par hasard. Je C'était dis par hier, hasard, hein. je regarde très très peu la télé. Ouais, ou peut-être hier soir ou avant-hier Hier soir, soir. je sais. Ouais. Non, Et, c'est mardi soir. C'était avant-hier. il y a Avant-hier. un des intervenants, pour répondre par rapport aux commentaires de Nico, il y a un des intervenants, à un moment donné, il dit quelque chose d'intéressant. Et je me dis, c'est l'exemple typique. Je ne sais plus exactement les mots exacts qu'il a indiqués, mais ça a été, est-ce que vous imagineriez, vous, en tant que parent, laisser votre enfant au milieu d'un parc, sans surveillance, avec Ouais. plein d'adultes? Ouais, Il a ouais. dit, et c'est là où il dit, pourtant ça viendrait à l'esprit de personne. Et c'est là où on peut peut-être toucher justement avec des exemples concrets comme ça. Dire aux parents, est-ce que vous le laisseriez sans surveillance au milieu d'adultes inconnus? Voilà, au plein milieu d'un parc. Et bien, ça viendrait à l'idée de personne. Et pourtant, quand vous les laissez seuls sur Internet, c'est exactement la même chose que vous faites. Et c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est de donner un téléphone, notamment, par exemple, parce que, pourquoi est-ce que je reparle de ça? Parce qu'il n'y a pas que ça, mais le reportage était axé quand même pas mal là-dessus, et c'est comme ça qu'ils arrivent justement à choper en fait pas mal de jeunes, pas mal d'enfants. C'est justement avec justement les réseaux
c'est essentiellement là où il y a, ils alpagué, si on peut dire, on va dire, pas mal de jeunes, d'enfants et d'adolescents. Et la première chose à faire, c'est le contrôle justement du téléphone, potentiellement pour ceux qui en ont, quoi. Et on est face à un paradoxe aussi, et je crois que je l'avais abordé, je terminerai là-dessus. C'est que moi, je vois par exemple, j'ai une filleule qui a 12 ans, et elle est dans un collège où, à ce jour, limite, elle est presque, je dirais pas contrainte, mais presque d'avoir un smartphone, parce qu'en fait, ils ont une application sur laquelle, en fait, tous les profs leur laissent leurs devoirs, enfin, ils ont la liste de leurs devoirs, etc. Je ne savais même pas que ça existait, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Mais oui, Et en c'est fait, Pronote. fait, pas fait, etc. Et donc, du coup, on se retrouve avec finalement, de manière indirecte, comme tout le monde en a, mais finalement, il y a presque une incitation, on est presque obligé maintenant, quand on est ado, à 12 ans, on est au collège, d'avoir en fait finalement un smartphone. Parce que voilà, alors après, la question ne sera même pas pour ou contre, je ne sais pas, juger ce que font les parents, ce n'est pas de mon ressort, mais au moins, ce qu'ils peuvent faire, c'est au moins prendre leurs responsabilités et contrôler. Et comme je vous dis, j'ai essayé moi de moi-même de regarder un peu ce qui est possible de faire sur des téléphones, sur des smartphones, pour me dire, est-ce que c'est aussi difficile que ça? Il y a déjà pas mal de contrôles qui peuvent se mettre en place dessus, que ce soit sur les réseaux TikTok, Insta, etc. Et le reportage, je trouve, il était très intéressant d'Arte, en fait, la partie que j'ai regardée là-dessus, où ils montrent en fait sur quel réseau est-ce qu'ils vont essentiellement les chercher, quoi. Donc déjà, ça permet au moins, ne serait-ce que d'alerter au moins les parents, de dire attention. Voilà. Bien sûr, il y a la responsabilité des parents, mais il ne faut pas non plus se décharger, enfin décharger toute la responsabilité sur eux. Parce que j'ai envie de dire, en fait, si je peux me permettre une analogie, un petit peu, voilà, tout ce qui est sécurité numérique, c'est comme si, par exemple, tu apprends ton gosse à regarder, à traverser la route en regardant à droite et à gauche. Malheureusement, la maison et l'école, hein, entre la maison et l'école, il y a une autoroute. Donc, même si tu lui apprends à regarder à droite et à gauche, s'il traverse une autoroute, une fois sur deux, bah voilà, il risque de se prendre un 33 tonnes en pleine face. Donc, c'est de la responsabilité donc du gouvernement de pouvoir faire en sorte de sécuriser son passage entre la maison et son école en mettant par exemple un feu rouge, un pont, un tunnel, bref, cette analogie pour dire qu'effectivement, tu peux mettre toutes les protections sur un téléphone cellulaire, il n'y a pas de problème, mais derrière, la responsabilité du gouvernement est qu'elle ne doit pas permettre à ces sites d'exister. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il y a un moment donné où la responsabilité des parents est limitée face à la Totalement. possibilité qu'offre justement la permissivité de toutes ces lois qui fait que ces sites existent. Ces sites ne sont pas hors la loi, je tiens encore à le dire. Ces sites et cette Totalement. application ne sont pas hors la loi. Et il y a des façons très simples de pouvoir en limiter l'accès pour les mineurs. Mais ça ne veut pas, ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas que ce soit fait. Posons-nous la question, pourquoi? Je me Pourquoi? permets, d'intervenir parce que, bon, les questions c'était, beh, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce que qui? Comment? Quoi? Moi, je pense à un moment donné qu'il faut revenir aussi sur des bases, à l'ancienne, c'est-à-dire, avant qu'il y ait toutes ces associations qui existent pour essayer d'œuvrer en tout cas pour accompagner, parce que c'est jamais à la place des gens, hein, voilà, parce que Bien sûr. je pense que la première des choses, c'est surtout pas infantiliser, mais comme l'évoquait Pierrick et comme toi aussi Farid tu l'évoquais, c'est responsabiliser les gens. On a tous sur nos départements des députés que l'on peut, solliciter au même titre que des sénateurs que l'on peut solliciter. Alors, bon, moi franchement, j'en ai rien à carrer, hein, je vais le dire, comme je le pense, de tous ceux qui me diront qu'on peut pas, aller, parler avec le diable. Enfin bon, à un moment donné, il faut revenir sur terre. On est ici en France et on a des parlementaires qui sont là pour faire un job, jusqu'à preuve du contraire si les parents ne le font pas eux-mêmes, OK? Donc on a tous une responsabilité et la première responsabilité, c'est d'aller les mettre face à les leurs. Et moi, je pars du principe que les écrits restent. C'est-à-dire que si on a tous les parents français, en tout cas une majorité de gens, qui commencent sur chacun de ces départements à dire: «Attendez, nous on veut bien, hein, il y a des contrôles parentaux qui peuvent être mis en place et cetera.
Éventuellement, ce serait peut-être bien, plutôt que des cours d'éducation à la sexualité où on vient parler de sonomie, de fellation aux gosses, c'est peut-être de les sensibiliser aussi sur les questions des dangers du numérique, hein, et apprendre aussi, comme tu disais, à regarder à droite et à gauche quand on traverse. Mais vous, en tant que parlementaire, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour éviter justement que les enfants puissent être contraints de manière, de toute façon, inéluctable à un moment donné, à cette confrontation avec un pédocriminel qui, de toute façon, dès qu'il y a un chat, en fait, il peut y être confronté. Et si tout le monde fait ça, et si dans le 13, je dis ça parce que par hasard j'habite le 13, si, dans le 69, si, dans le 78 et cetera, si dans tous les départements de France, il commence à y avoir des parents qui demandent en fait une action politique, bah, à un moment donné, il est possible que, comme tu le disais, le rapport de force s'installe. Mais donc, en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression et j'ai vu que Nico disait: «C'est trop tard». Alors moi, je suis pas OK avec ça, il est jamais trop tard. Parce que si on l'a pas fait hier, ben, il est temps de le faire demain. À un moment donné, je veux dire, les choses, elles sont pas figées. Il suffirait de se simplement de se dire: «Je suis capable». Voilà, parce que, enfin, je sais pas, Farid, il me semble, hein, qu'on vient pas d'une autre planète. Il me semble qu'à un moment donné, on essaye d'œuvrer avec toute l'humilité qu'est la nôtre, mais pour pouvoir contribuer à quelque chose et que tous les jours, on donne de notre temps pour essayer de faire avancer les choses à notre niveau, pour essayer d'aller soutenir des personnes, qui elles aussi ont besoin de se donner peut-être un peu de courage et peut-être, voilà, d'être mises sur le chemin et cetera. Et finalement, c'est chacun qui va faire sa part et qui va transmettre à l'autre et c'est comme ça qu'on va réussir à faire cet effet boule de neige. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas, des professionnels à proprement parler de la protection de l'enfance et pourtant on a réussi quand même à faire certaines choses. Donc ça veut dire que c'est pas vain et ça veut dire que ça marche. Par contre, oui, il faut avoir de la conviction. Oui, il faut faire la démarche, mais en fait, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas différents de vous tous. C'est ce que j'explique, en fait, depuis que j'ai commencé à prendre la parole, de la place que j'ai. Je suis juste une maman, en fait, hein. Je suis pas différente de quiconque ici ce soir. Je veux dire, on est soit parents, soit oncle, soit tante, soit machin et à un moment donné, ben, j'en avais juste marre, en fait, de me taire et je me suis exprimée. Voilà. C'est tout et n'importe qui peut faire ça. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde et que si, pour certains, ils se disent: «Ben, moi, j'ose pas parce que, j'ai pas trop envie de m'exposer, j'ai pas» OK, ben, tu écris, en fait, c'est pas grave. Tu es pas obligé de parler, en fait. Tu peux juste écrire. Tu peux juste aller en parler à ton voisin, comme disait Pierrick. Tu peux moi, en fait, bon, c'est vrai, je pense que c'est plus un secret pour personne, j'aime bien parler. Quand je vais à la boulangerie, eh ben, je parle à ma boulangère. Quand je vais chez le boucher, je parle à mon boucher. Voilà, ils savent tous que je suis militante, hein, pour le coup, mais au moins, ce que j'apprends, eh ben, je leur partage et je sais que ça, c'est juste une action en soi. Je sais que la plupart, ils auront pas regardé les vidéos que j'ai fait. Je m'en fiche, en fait, parce que je leur ai donné l'information en direct. Voilà et ça, chacun peut le faire. C'est tout. Non, tu as totalement raison, c'est de la responsabilité de chaque individu. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, hein. Ah oui. Nous, en tant qu'adultes, on a cette responsabilité de protéger les enfants et effectivement, il ne faut pas être égoïste. Tu prends l'exemple de Pierrick, il a pas d'enfant, pourtant il est là, il donne de son temps, de ses compétences, voilà, pour pouvoir faire en sorte de faire avancer le schmilblick et normalement, ça devrait être, le cas pour tout à chacun. Malheureusement, c'est pas le cas et très beaucoup de gens, en fait, se reposent sur l'autre, attendent que ça se passe et il faut dire une chose, hein, on adore se plaindre. Enfin, dans ce pays, on Oui, ça, adore c'est se français, plaindre ça. et ne rien faire, en fait. On est là, on adore blablater, raconter sa vie, mais ne Mmh. pas être dans l'action. C'est triste, hein, pas tous, hein, mais il y en a pas mal qui aiment bien faire ça. Heu, juste allez-y, faites des actions, on a besoin de tout le monde. Et toute action, ce qui est intéressant en plus dans la lutte, c'est qu'une action n'annule pas une autre. Les actions s'additionnent. Et j'ai envie de dire, pour gagner la guerre contre la pédocriminalité, il faut mener plusieurs champs de bataille.
Et ce que fait par exemple Christelle avec les mamans Mouloud, c'est un combat sur un champ de bataille. Ce que je fais moi, c'est un combat sur un champ de bataille. Ce que fait X, Y, voilà, c'est combattre la pédocriminalité sur un autre champ de bataille. On n'est pas là à se court-circuiter, au contraire, on est complémentaires, on s'additionne. Et plus on sera nombreux comme ça dans la lutte, et mieux ça sera, et plus on protégera les enfants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça sera la multiplication des actions, ça sera la multiplication de la communication qui va faire que derrière, on va atteindre l'objectif de gagner la guerre contre la pédocriminalité. Bon, je ne veux pas être pessimiste, hein, on est loin, très loin de la gagner, mais il n'y a pas de petit combat. Chaque petit combat mené sur un petit champ de bataille est important. Voilà. Et n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas comment agir, il y a des associations localement, je suis sûr, autour de chez vous, qui ont besoin de forces vives ou voilà, rejoignez-les. Le tissu associatif est extraordinaire en France. C'est vraiment et éloignez-vous des esprits chagrins qui disent oh non mais toutes les associations ils sont pourris, ils ont de l'argent, tout ça machin. Franchement, en France, la majorité des associations ont 0 subvention, fonctionnent uniquement avec le bénévolat. Et c'est juste de la bonne volonté. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens qui s'investissent, qui donnent de leur temps, qui donnent même de leur argent pour effectivement mener à bien, voilà, mener à bien des actions et faire en sorte que ça compte pour le bien commun. Donc n'hésitez pas à aller les rejoindre, il y en a plein autour de vous. C'est important, c'est juste même nécessaire. Voilà, donc Justement, Farid, il y a pas comment de on peut petits vous couloirs. rejoindre? Excuse-moi, je te coupe, mais je prends la balle au bond. Comment, si par exemple, voilà, ceux qui auront regardé l'émission et qui ne te connaissaient pas encore, sensibles au sujet, se disent: «Bah, tiens, voilà, il m'a donné envie d'agir». Comment on fait, en fait, pour pouvoir, te contacter? On va sur ton site internet, tu as une boîte de contact? Bah voilà, Pierrick, il l'a mis sur, voilà, Il il y est a trop une fort. adhésion. L'adhésion annuelle est de 20 €. Voilà, et puis on a directement, dès qu'on est inscrit, un canal Telegram dédié spécifiquement aux membres. Et voilà, et on discute entre nous, on essaye de mener des actions, d'être force de proposition et d'y aller, quoi. Donc n'hésitez pas, si pour ceux qui veulent nous rejoindre, allez-y. On a besoin du maximum de membres. Voilà, il y a même faire des dons si vous voulez sur le site. Voilà, mais Ah bon, bah, c'est super. Ouais. Pierrick? Pour rebondir sur ce que vous disiez, je me permets, vous allez me dire, oula, quelle prise d'ego, je me permets de prendre mon exemple. Je vais me prendre en exemple. Pourquoi? Alors, je vais dire, vas-y Thierry, prends ton exemple. eh Il ben, a osé, il a osé. Non, mais c'est bien parce qu'il le faisait pas avant. au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais rejoindre en fait finalement exactement ce que tu disais, Farid, ce que disait Christelle. Je ne suis pas meilleur, moi, pour ma part, qu'un autre, au contraire. Ce que justement, je vais volontairement presque me rabaisser. Jusqu'en. Je suis un citoyen lambda. Là, vous savez, j'ai appris sur le tas. Je ne savais pas faire à faire des lives avec StreamYard. Il y a quelqu'un qui m'a. C'est notamment Louis Fouché qui m'a montré comment faire des lives et puis j'ai appris tout seul. J'ai appris à utiliser, par exemple, Canva pour faire des visuels. Je ne suis pas meilleur pour tous ceux qui regardent là, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube ou autre, là, tout cumulé, vous êtes 1000 à regarder. Là, en direct, il y a apparemment, sur toutes les plateformes cumulées, vous êtes 1000 en direct. J'ai envie de vous dire à toutes et tous là qui regardez. Par exemple, nous, il n'y en a aucun, enfin moi, je ne suis pas meilleur que vous toutes et tous, là qui êtes en train de regarder cette émission. Voilà, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit d'autre. Je ne fais pas grand-chose. Je suis comme vous toutes et tous. Et j'arrive à le faire. Alors, des fois aussi, la problématique, c'est pour ça que j'en reviens à mes amis, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas s'afficher ou oser montrer éventuellement leur positionnement sur certains sujets. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que je vais prendre mon exemple. Écoutez, alors moi, malgré que, vous savez, la crise Covid, j'ai eu, alors au-delà de toutes les critiques que j'ai eues, parce que
j'ai eu apparu, on va dire, un petit peu dans les médias, il y a eu pas mal de choses, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce que je veux montrer, regardez-moi, je continue de travailler. Ça se passe bien avec mes collègues. J'ai une toute petite entreprise. J'arrive à travailler. Je vais encore chez des clients. J'ai aucun client qui me fasse de critique, qui me dise on ne veut plus bosser avec vous. Je continue de travailler. Quand je sors dans la rue, moi, dans mon village, etc., il y en a qui savent ce que je fais, il y en a d'autres qui ne savent pas ce que je fais. Et pourtant, je ne me fais pas spécialement insulter. Je ne me fais pas regarder, montrer du doigt. J'étais la semaine dernière à un mariage de famille. Eh ben, je ne suis pas rejeté par ma famille. Certains voient très bien tout ce que je mets régulièrement, par exemple, sur Facebook. Est-ce que ça vaut du déni, du dégoût ou quoi que ce soit? Ma famille, non. Au contraire, certains, alors, soit s'y intéressent pas, ou alors ont tenu un respect en me disant, bon, ça fait partie plus ou moins, entre guillemets, de ces combats. Ben voilà, et des fois, il y a même presque plus une forme de respect de dire, putain, la personne en face de moi, là, elle est en train de. Elle assume en fait ses positions. Et des fois, vous êtes presque même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, ils respectent presque juste ça, ne serait-ce que de dire, ben, moi, cette personne-là a le courage d'assumer ses positions. Donc, si je vous prends cet exemple-là, encore une fois, je le dis en fait finalement en toute humilité, c'est de montrer je ne suis pas meilleur que vous, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit d'autre, je ne suis pas machin, et ça ne m'empêche pas de vivre. Et que le positionnement, en fait, on a des fois cette peur de se positionner, d'afficher, de dire tiens, je vais relayer ça, donc du coup, les gens vont peut-être se dire tiens, comment ça se fait qu'ils partagent telle émission, telle personne ou autre, etc. Ben, j'ai envie de dire oser, commencer à franchir le pas, essayez, vous allez peut-être avoir des fois des remarques de gens qui vont peut-être surpris, tiens, tu te mets à partager ceci ou cela. Mais au pire, laissez dans le déni, bah ouais, voilà, je trouve que c'est un sujet important, je souhaite en parler. Moi, certains savent très bien à quoi s'en tenir. Et comme je vous dis, à ce jour, dans ma vie de tous les jours, parce que autant des fois les médias, des fois, viennent me cracher dessus, alors c'est sûr que ça ne donne pas envie aux autres de dire, oula, je ne veux pas être stigmatisé comme lui, mais dans la vie de tous les jours, mais vous n'avez pas spécialement d'impact. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas perdu de clients avec ce que je fais. Pourtant, il y en a certains qui savent très bien que je lui ai apparu, que je me suis positionné sur certains sujets et je ne suis pas, je n'ai pas de retour réel dessus parce que c'est assumé. Et quand c'est assumé, vous arrivez avec le tête haute. C'est sûr, si vous donnez le bâton pour vous faire battre en arrière, c'est bon, est-ce que tu oses me parler ou autre? Parce que, en gros, vous faites laisser sous-entendre que vous avez peur des gens, de leur réaction par rapport à ce que vous faites. C'est sûr qu'ils vont peut-être vous regarder avec un certain regard. Mais si vous arrivez avec un positionnement de dire que vous n'avez rien à vous reprocher, juste de par le positionnement. Moi, pour ma part, j'estime que j'ai rien à me reprocher là-dessus. J'assume mes positionnements sur ces sujets-là, mais ça passe. Osez-le. Osez-le. Moi, je croise plein de gens dans la vie de tous les jours, même encore maintenant des élus qui, au contraire, aujourd'hui, des fois, se disent, ben, l'a osé, et même des fois, ils se rendent compte, par exemple, avec la crise Covid, sur le moment, même des gens qui m'ont eu plus ou moins critiqué, maintenant, se rendent compte qu'il y a certaines choses, au contraire, qui vont avoir tendance à être beaucoup plus familiers, parce qu'ils se rendent compte que finalement, peut-être que les sujets sur lesquels on allait, à un moment donné, ou qui étaient critiquables, aujourd'hui, ben, peut-être ils ont compris qu'on essayait peut-être juste de les alerter, donc il y a presque même plus davantage de respect des fois maintenant de certaines personnes qui pourtant vous critiquaient il y a encore quelques temps. Donc je vais dire, si je suis là encore ce soir, c'est que regardez, c'est que c'est possible. C'est possible. Vous tous. Voilà. Je ne suis pas, moi pour ma part, c'est pour ça que je dis, je pense, je veux prendre mon exemple, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit d'autre, que tous ceux qui sont en train de regarder ce live. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous le faire. Partager, envoyer un truc à quelqu'un ou autre. Voilà, vous pouvez tous le faire. Ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, il y en a justement, profiter, entre guillemets, excusez-moi du terme, profiter que certains acceptent de prendre les coups, on va dire plus haut. Comme par exemple, quand des gens comme Farid, Christelle ou autres qui vont s'afficher vraiment publiquement pour porter une parole publique auprès des élus ou autres, reprennent potentiellement un petit peu les coups. Là, on ne vous demande pas spécialement d'aller discuter directement avec le président de la République devant une caméra de France Télévisions ou quoi que ce soit. Donc, vous n'allez pas spécialement en prendre des coups. Donc, au contraire, les coups qui sont pris par tous ces porte-paroles, que sont par exemple Christelle, Farid et plein d'autres,
J'ai envie de dire, il faut que l'on puisse, comment dire? Il faut qu'il ne soit pas, vain, que ce ne soit pas pour rien, et que vous puissiez aller, comme je vous disais, aller toucher des fois votre député, le maire, du village. Le maire du village, vous le croisez, ou parler avec, l'adjointe, en charge de l'enfance, avec pas mal de choses. Vous allez trouver des fois des personnes, alors il y en a qui vont rester fermés, mais c'est à force d'essayer de toucher un ensemble de personnes que vous allez trouver éventuellement des oreilles attentives, qui eux ensuite vont repartager, et après c'est l'effet boule de neige. Mais justement, encore une fois, et c'est le paradoxe, je terminerai là-dessus, pardon, c'est vrai que je parle beaucoup, Christine. On est 2 à beaucoup parler. Ah, tu m'as dit que tu voulais que j'intervienne. Alors moi, quand j'interviens, Il y a pas de j'interviens. souci, il y a pas de souci. Le 1er, en fait, il y a des choses, c'est ce que j'expliquais également à des amis une fois justement, j'en reviens toujours au même parce que moi je trouve que c'est ma prise de pouls. Hem les premiers à, sans parler de la censure qu'on a sur les réseaux, mais dites-vous, quand vous communiquez quelque chose, par exemple, ne serait-ce que sur si je prends l'exemple des réseaux sociaux, toute votre sphère qui vous entoure, finalement, si l'information se perd, ne se diffuse pas, c'est parce que également, c'est un ensemble de personnes, c'est les cercles qui vous entourent, si on peut, schématiser ça comme ça, vous êtes au milieu, tout votre cercle autour de vous, d'amis et autres, si personne ne partage, en fait, il ne va jamais dépasser ce cercle-là. Et ce que je veux essayer de faire toucher les gens, c'est quand certains disent: «Comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant?» Dire: «Mais enfin, toi, tu es peut-être le premier responsable. Parce que toi qui as vu l'information qui ne l'a pas relayée, participe à la stopper. Tu participes à faire qu'elle s'arrête, et l'information se diffuse. Pourquoi? Parce qu'elle est relayée, republiée, et cetera, et cetera. Et si personne ne republie en disant: «Non, non, mais moi ça ne me concerne pas, je vois tes trucs, j'aime bien, et cetera, mais autres», en fait, multiplié par X personnes, ça fait qu'on a un cercle de personnes qui vont tout simplement, limiter, faire en sorte que finalement l'information ne se diffuse pas davantage. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois de liker, partager, pas pour avoir absolument de Oui, l'audience, pour que l'information circule, mais on a circule. beaucoup parlé des réseaux, Pierrick, mais il y a aussi Oui, le réel. il y a totalement le réel. Je Mmh. je me sers des réseaux, non pas parce que je dis pas que c'est la solution, c'est je prends en fait c'est l'exemple. Parce que ça fait schématiquement, c'est assez facile de parler de réseaux, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est la même chose quand on dit partager, ça va être par exemple la même chose je disais tout à l'heure avec, je chope éventuellement, justement un parent d'élève à la sortie de l'école avant qu'il y ait les enfants, parce que l'objectif, c'est pas non Mmh. plus de parler de pédocriminalité devant les gamins, on est bien d'accord? Ouais. C'est toutes ces petites choses-là, c'est, voilà, au discours, et même dans certains cas, des fois la parole se libère si vous osez l'initier. Moi, ce que je me suis rendu compte, excuse-moi, c'est pour, le fait d'afficher, moi, par exemple, clairement, moi, sur mes réseaux également ce que je pense, et la parole se libère. Parce qu'il y a des personnes, moi, qui viennent me parler en privé, qui justement n'osent pas, des fois, dans certaines sphères, avec des gens dans le réel, en parler, parce que, non pas qu'ils ne veulent pas en parler, mais ils ne savent pas trop ce que les gens en pensent, comment ils vont réagir. Et quand ils ont en face d'eux quelqu'un dont ils savent le positionnement, et là, la parole se libère, parce qu'ils vont oser de vous dire directement: «Ouais, tiens, au fait, par rapport à tel sujet», et moi, j'ai été surpris de pas mal de personnes, des fois, qui s'intéressent à certains sujets, et parce qu'ils savent le positionnement, osent en parler parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de critique. Donc des fois, oser initier la conversation ou le sujet, ne serait-ce qu'à tâtons. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, au pire, laissez tomber. Vous n'aurez pas pris énormément de risques. Bon, inutile d'en parler. Si par contre, vous voyez qu'une réaction, en fait, un intérêt, que ça suscite un intérêt pour la personne, que ça semble lui parler, c'est là où davantage et éventuellement, vous allez pouvoir engranger la conversation, et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des points communs sur des, opinions, sur des aspects, sur ces sujets-là, et c'est comme ça après que ça peut se libérer, et du coup, quand vous allez parler entre vous, vous allez avoir une conversation, vous voyez qu'il y a une conversation intéressante, la maman qui est peut-être à côté de vous, qui tend l'oreille, qui écoute, va peut-être se dire: «Tiens, ça m'intéresse», qui va peut-être se joindre à la conversation. «Écoute, tiens, vous parlez de quoi? J'ai entendu que tu parlais de ça». Qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu telle problématique. Et c'est comme ça que ça se fait. Juste oser libérer la parole, oser aborder, commencer à initier la conversation. Merci Pierrick. Est-ce que, alors je pense qu'on va s'acheminer vers, le mot de la fin parce Oui, qu'on a aussi,
parmi, toutes nos problématiques de diffusion et de communication, on sait que plus les vidéos sont longues, moins après elles sont Ouais. regardées. Donc on essaye en général de pas dépasser, certains formats. Ce soir, on a quand même pris un temps, d'échange parce que, bah, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui génère, des fils de questions. Moi, je suis plutôt contente en tout cas d'avoir, pu, partager, ce live avec vous tous. J'ai envie de remercier, Farid pour le travail qu'il fait parce que je sais, ce que ça coûte. Je parle en termes humains, hein, tout le reste ne m'intéresse pas. Donc voilà, je pense qu'on peut saluer ce travail. Je salue aussi Pierrick pour être encore, et toujours à nos côtés. Je vais laisser le mot de la fin pour Farid et puis, j'en profite, maintenant que j'ai la parole pour pas la reprendre après, pour vous faire un bisou à tous et vous remercier de nous avoir suivis ce soir. Merci Christelle, merci Pierrick. Et si vous pouvez me permettre, j'aimerais profiter de ces quelques instants qui me restent parmi vous pour remercier encore une fois tous ceux qui m'ont suivi pendant un petit peu plus de 2 mois sur la grande marche contre la pédocriminalité. Donc, avant tout, je remercierai Yacine et Ryan qui étaient là avec moi, la team, ce qu'on appelle la team, c'est-à-dire le petit noyau dur qui était en off, hein, qui était toujours là, présent pour organiser. Parce que marcher, c'est bien, mais il faut toute une organisation pour arriver d'étape en étape. Donc merci à la team off qui a fait un travail extraordinaire, incroyable. Merci également à tous les abonnés qui ont suivi les lives quotidiennement. Merci à toutes les victimes, familles de victimes qui sont venues sur mes lives et qui ont partagé leurs témoignages. J'en ai filmé quelques-unes, je ne les ai pas toutes filmées. C'est en cours, donc parce que, comme vous le savez, la Grande Marche contre la pédocriminalité, il y aura un documentaire qui sera fait. Il est en cours de réalisation. Je n'ai malheureusement pas mis toutes les interviews en boîte, donc c'est en cours, hein, entre les emplois du temps des uns et des autres. C'est compliqué de pouvoir tout mettre, on va dire, en lien. Remercie donc aussi à tous les généreux donateurs, tous ceux qui ont aidé, qui ont contribué à leur niveau, un hébergement, un repas ou des affaires ou ce genre de choses, ou même des rencontres quand je suis arrivé dans des villes, étapes. On m'attendait au panneau où tous ceux qui ont marché à mes côtés, qui ont marché toute une étape ou plusieurs étapes. Voilà, merci à toutes les associations aussi, les Petits Cœurs Blancs, MC, Ruban Gold aussi, qui étaient là pour la grande marche et pas seulement. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était une aventure humaine incroyable qui a été possible grâce à vous. Voilà. Donc, même si je suis un peu moins souvent présent sur les réseaux, ne m'en voulez pas. Je bosse. Et c'est vrai que j'étais pas mal sur les réseaux pendant 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, parce que je faisais des lives entre 6 et parfois même jusqu'à 10 heures de live par jour. C'était pas évident. Et c'est vrai que là, ça fait 1 mois et demi que je ne fais pas, enfin depuis que je suis arrivé en fait, je ne fais pas trop de live. Donc voilà, c'est une des rares fois où je me permets de m'exprimer encore et de vous remercier une nouvelle fois du fond du cœur. Voilà. Merci en tout cas Thierry, Christelle, pour tout le travail que vous faites et on lâche rien, on continue le combat. Merci à vous. Merci à toi Farid. À très bientôt. Bientôt. Et ben en tout cas, merci à toi Farid, merci à toi Christelle, de me permettre finalement également de faire ces émissions, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir contribuer. Finalement, merci, mais ça m'offre l'opportunité de pouvoir contribuer à ma petite manière à ce sujet-là. Donc pour conclure, vous savez, je fais toujours le petit mot de la fin. Donc encore une fois, voilà, rien n'est impossible, vous pouvez le faire. Si Christelle peut le faire, vous pouvez le faire. Si Farid peut le faire, vous pouvez le faire. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. D'accord. Pas grand-chose, comme je vous disais tout à l'heure.
Pour ma part, je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus, j'ai rien de plus que vous toutes et tous qui nous regardez. Bah, l'une des choses que vous pouvez faire pour ceux qui nous regardent encore, notamment qui sont sur Twitter, n'hésitez pas, vous allez sur YouTube, vous abonnez par exemple à la chaîne YouTube des Mamans Louves, vous prenez le lien, vous l'envoyez sur des groupes, à des parents, encore une fois, c'est ce qu'on a dit au cours d'émission pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, vous l'envoyez à des parents, à vos oncles, vos tantes, des familles, à ceux qui ce que vous voulez. C'est alors cette émission ou d'autres, hein, mais envoyez des éléments, partagez l'information sur justement le sujet des enfants. Il y a plein d'autres éléments. Si vous avez plus d'acquaintance avec d'autres sujets, on va dire, qui touchent les enfants, eh ben envoyez autre chose, peu importe, tant que l'on passe des jalons pour informer, faire diffuser l'information. Et petite chose que n'a pas dit Christelle, n'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner au réseau donc Facebook, YouTube et Twitter, notamment des Mamans Louves, puisqu'il y a encore 2 autres émissions dans les jours qui viennent qui vont arriver. Là, on va enchaîner une série de 3 émissions. Je ne vais pas davantage plus loin sur les sujets, on vous les annoncera au fur et à mesure, notamment encore une fois sur le sujet de l'enfance et où on reparlera de manière directe, excuse-moi si tu me permets de spoiler un petit peu Christelle, je te rassure, je ne vais pas trop en dévoiler, mais on va reparler un petit peu en profondeur, notamment des standards de l'OMS sur l'éducation à la sexualité. Donc ça, c'est en préparation parce que Christelle a fait un énorme travail avec d'autres personnes. En complément de, oui, je vous l'accorde, de plein de gens qui ont déjà fait plein d'autres travaux, encore une fois, mais l'objectif, c'est de cumuler, on est bien d'accord, les informations, les travaux et de les diffuser au maximum. Et je terminerai là-dessus. Il n'y a pas de sauveur. Sur les enfants, il faut bien être d'accord. Il n'y a pas de sauveur. Je me permets, ce n'est ni Farid, ni Christelle, ni Pierre Thévenon, ou ni qui que ce soit d'autre, aussi spécialiste soit-il, qui va sauver qui que ce soit. C'est bien en fait du partage d'informations et l'ensemble de la mobilisation qui fait que justement on arrivera à quelque chose. Donc n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Il n'y aura pas de sauveur. On ne va jamais. Par contre, on ne va peut-être pas sauver tout le monde, mais par contre, on peut sauver quand même un maximum encore de gamins. Et tout ça va dépendre de vous. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, diffuser au maximum. Et on se retrouve très prochainement donc, pour la prochaine émission des enfants au cœur avec les mamans. Bonne soirée tout le monde, à très bientôt.